Bienvenue dans Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec Monsieur Mathieu Kassovitz. Comment vas-tu, Mathieu? Ça va très bien et toi? Écoute, en pleine forme. Okay. Sache que la dernière fois que je t'ai vu, t'étais en total b-boy. On s'est vu quelques... Il paraît que tu m'as vu dans une soirée et je t'ai pas vu parce que t'es resté au fond. Moi, j'étais au fond, toi, t'étais sur scène. T'étais sur scène en b-boy avec un survêt prêt à rentrer dans le crew des Rocksteady. Exactement. Incroyable. Justement, ici, j'ai l'habitude de dire qu'on commence par le commencement, et ici, le commencement, c'est ta rencontre avec le hip-hop. Et ça va être très important dans la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, pour des histoires propres au hip-hop, des histoires de légitimité, machin. Tu sais très bien de quoi je parle. Et moi, justement, quand je t'ai vu en b-boy comme ça, je me suis dit, il faut mettre vraiment ça en lumière pendant cet échange-là. À quel moment tu rencontres le hip-hop et quelle est ta fonction? J'ai rencontré le hip-hop, en fait, d'une manière très... En fait, ça, il faut commencer plus tôt. Je commence avec qu'est-ce que j'écoutais quand j'avais 10 ans. Voilà. Et donc, j'écoutais du rock'n'roll, du rockabilly, Billy Allen, The Comets, Elvis Presley, généralement plus de la musique américaine, du blues, du jazz du côté de mes parents. Okay. Qui écoutaient aussi des trucs du style des Jimi Hendrix et les Led Zeppelin et tout ça. Bon, moi je suis resté vraiment à la base. Qu'est-ce que t'écoutes quand t'avais 10 ans à l'époque? T'écoutais du rock'n'roll, ouais, parce que c'était fun, tu faisais de la guitare, voilà. Tu vois, c'était... C'est important de dire que c'était une musique, c'était cool, c'était le truc du moment quand t'étais jeune. En fait, il n'y avait pas l'histoire de cool et tout ça à notre époque, quand, tu vois, en 1977, quand j'avais 10 ans, il n'y avait pas d'histoire de cool. Il y avait soit Sylvie Vartan, soit rien d'autre. Okay. Parce qu'aux États-Unis, il y avait aussi, tu pouvais écouter Led Zeppelin, tout ça, mais là, il fallait déjà être pointu. Tu vois, à 10 ans, tu n'écoutes pas Led Zeppelin. Donc, tu écoutais ce qui était avant Led Zeppelin, et ce qui est avant Led Zeppelin, c'est le rockabilly. Ça correspond aussi à du cinéma. Moi, mon film préféré de l'époque, c'était American Graffiti de George Lucas, et qui avait une bande son. J'avais le vinyle à la maison, un double vinyle American Graffiti avec tous les classiques, 16 Candles, tous les classiques des Platters et tout ça de l'époque. Okay. Et donc j'ai vraiment grandi là-dessus. Et ça m'a amené à la musique noire, à la musique au jazz, un peu, mais pas encore trop. Mais ça m'a amené au punk. Okay. Le rock'n'roll m'a amené au punk, et parce qu'en 77 est arrivé le punk, qui a duré 3 ans et qui a duré de 1977 à 1981, 81. Et donc moi je suis tombé dedans entre 10 ans et 13 ans. J'avais un pote dans ma classe qui était punk, parce que son grand frère était punk, qui avait un groupe qui s'appelait Guernica, pour ceux qui se souviennent de l'époque. Et puis c'est ça qui m'a amené à fréquenter les disquaires. Il y avait un truc de punk à rue des Écoles, à côté de Saint-Michel. Il y avait une toute petite boutique qui vendait du punk. On pouvait acheter du punk français de l'époque, parce que c'était vraiment vivant. Et la scène française punk était vraiment, parisienne, était assez importante. Je me rappelle que avec le frère de ce mec-là, de mon copain, on est allé au concert des Sex Pistols, qui était je crois à la Grange Aubel. Et je suis pas rentré, mais je suis resté devant et tout. Il y avait tous les punks à l'époque, c'était des punks avec des Iroquois. C'était vraiment... Moi, c'est comme ça que j'imagine le truc quand tu me dis ça. C'était à fond la caisse. Et de l'autre côté, il y avait les skins. Voilà. Donc il y avait déjà à côté musique, tout un coup de la musique ça devient de la politique, il y a de la bagarre dans la rue parce qu'il y a des mecs qui pensent autrement, il y a tout un truc, il y a des codes vestimentaires, il y a tout un truc qui s'établit comme ça entre 10 et 13 ans où tu vois il y a le truc, et puis en fait, et tout le monde, il y avait tellement de groupes différents que le seul vrai truc, c'est d'avoir ton individualité, tu vois. Et arriver en 80... Alors, j'ai fait un voyage à New York avec mon père en 84. Donc toi, t'as quel âge à peu près à ce moment-là? J'avais 14-15 ans. Ok, donc ça va, t'es conscient, tu vois tu sais ce que tu vois. Ouais, et j'arrive à New York et là je vois
je vois dans la rue, j'étais seul, mon père était parti de son côté, et je sais même plus comment j'ai fait pour me retrouver dans ces histoires. Et je me suis retrouvé, ou alors c'était après, je sais plus, mais je me suis retrouvé, c'est là que j'ai écouté Hot 97 à New York. La radio new-yorkaise. Par hasard, je suis tombé sur du hip-hop. Il y en avait déjà qui passaient sur Radio 7. Ouais. Il y en avait déjà qui passaient... Donc là, en France, pour ceux qui ne savent pas. Il y en avait déjà qui passaient un petit peu sur comment s'appelait cette radio pirate merde. Carbone 14. Ouais, tu te rappelles? Ouais. J'ai entendu parler, j'ai pas eu la chance d'écouter, j'étais trop petit. C'était dingue, t'écoutais ça le soir tout seul dans ta chambre en secret et tout, parce qu'il y avait des trucs chelous et tout. C'était ouf. Vraie radio pirate à l'anglais. Un vrai radio pirate, il y avait des trucs chelous et tout ça. Après, on a découvert que tout était faux. Ah ouais? Ah ouais, ils allaient voir des putes, ils allaient voir des trucs, il y avait des bagarres, des trucs, et après, on a appris que tout était faux. Il y avait une meuf qui avait une voix de dingue, et qui en fait était une petite grosse, tout à fait, mais qui était mortelle. Qui avait une super énergie. Okay. Et on a tous fantasmé là-dessus. Et puis donc ça nous a amené. Puis c'était des mecs qui passaient des musiques différentes. Ils passaient parce qu'on écoutait sur Europe 1. Et sur Europe 1, il y avait rien. Il y avait Gérard Lenormand, tu vois. Ouais. Donc on était obligé d'avoir ces trucs-là. Et on n'avait aucune autre communication. Il y avait quoi? Il y avait Rock and Folk. Il y avait 2-3 magazines, mais vraiment aucune communication à part les disquaires et puis le style des gens dans la rue. Tu voyais un mec avec un style, tu trouvais son style intéressant, tu lui demandais ce que c'était, et tu comprenais qu'il y avait une musique attachée, tu écoutais la musique et tu voyais si c'est quelque chose qui te correspondait, tu vois. Ouais. Moi, le punk me correspondait avec No Future et... T'as eu une coupe... Moi, j'avais de la bière sur la tête, avec du sucre, avec de la bière mélangée, pour faire des pics. Ouais, Ok. Et là, ça tenait bien, là, avec le sucre et tout. J'avais des trucs, j'avais pas le droit, je pouvais pas me couper les cheveux, mes parents, ils m'auraient tué. Okay. Donc il fallait que je rentrais, je me lavais les cheveux, mais quand je sortais, je faisais des trucs comme ça, on faisait ça, comme ça, là. Et on récupérait nos fringues aux puces, et on avait nos patchs Dead Kennedys, Sex Pistols, machin bidule. Et en fait, le manager des Sex Pistols, qui s'appelle Malcolm McLaren, a sorti en 84, je crois, un truc qui s'appelle Double Dutch, et deux maxi qui s'appellent Double Dutch et Do You Like Scratching, et qui sont devenus des hymnes, et qui étaient le premier quasiment un des premiers disques de rap qui soit sorti, à la même époque que certains autres, mais c'est au tout début, et qui faisait le bridge entre le punk et le hip-hop, avec la même énergie en fait, mais qui était, pas d'autodestruction qui était le punk, mais justement d'une énergie de revendication qui vient de par l'origine de ça, qui est le Bronx noir des années 70. Et donc le punk avec le ska, qui est proche du reggae, tout ça se mélange, et en fait ça te donnait une approche où tu avais vraiment un choix à l'époque de multitude de styles musicaux qui étaient associés à des façons. Il y avait les corbeaux avec The Cure, il y avait les hippies, il y avait les skins, il y avait les punks, il y avait les hip-hoppers, il y avait les Zoulous qu'on appelait à l'époque, il y avait un petit peu tous ces groupes-là qui se mélangeaient et puis qui se sont définis petit à petit, et ça dans les années 80, de 85 à 90, quoi, ça a commencé à se définir. Et donc toi, à ce moment-là, Malcolm McLaren, t'aimes les deux maxi en question. Tu aimes? Ouais, je trouve ça incroyable, je sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qui te pousse à aller plus loin? Parce que j'ai commencé à écouter les textes, en fait. Et en fait, toi, tu les comprenais déjà? Quand The Message est sorti... Ouais. Donc de moi, je comprenais l'anglais parce que j'aime les films, et ma culture, elle vient du cinéma. Et que quand j'écoutais, même quand j'écoutais de la musique à l'époque à la maison, je voulais savoir. Mon père m'a fait écouter les Beatles, en me disant tiens, essaye de comprendre ce qu'il dit. Tu vois, il y avait les textes sur le vinyle, et tu jouais le truc et tu faisais ta traduction tout seul et t'apprenais. Sauf que quand t'as 15-10 ans et que tu te dis qu'est-ce que ça veut dire I am the walrus, I'm the Eggman, tu vois, tu dis des trucs. Mais c'est comme ça que t'apprends en fait. Ou alors tu vas voir des films et tu vas les voir avec des sous-titres.
tu vas le voir 20 fois. Et tu sais parler anglais. Il y a des choses qui... Tu vois ce que je veux dire, tu as tout le vocabulaire. Si tu vas voir les Marx Brothers, tu es obligé d'apprendre à parler anglais parce que tu peux pas lire les sous-titres, c'est trop rapide. Toi, tes parents, ils viennent du cinéma. Mes parents, ils viennent du cinéma. Donc, du coup, vous regardez beaucoup de films. Oui, enfin, mes parents étaient des travailleurs du cinéma. Ils n'étaient pas des gens de la haute. C'était vraiment des travailleurs. Ma mère était monteuse, mon père était réalisateur de téléfilms. Il a réalisé 3 longs métrages après. Mais au début, c'était un mec qui faisait des téléfilms, qui faisait des documentaires, qui faisait ces trucs. C'était un peu des cinéastes indépendants, mais qui travaillaient pour les SFP, qui travaillaient pour les sociétés françaises de production. Mais du coup, eux étant dans la culture, finalement... Ils étaient ouverts à tout. Voilà, donc ils voulaient que tu sois aussi ouvert à tout ça. Mon père aurait préféré que je devienne prof de maths et que je sache et que j'ai lu 150 bouquins à 15 ans. Mais quand j'ai commencé à traîner avec ces mecs-là et à découvrir cet univers différent, il a pas compris. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait la haine. Ok. Parce qu'il a mis vraiment du temps à comprendre pourquoi je traînais avec cet univers-là, tandis que je ne viens pas du tout de cet univers-là. Mais pourtant, je lui dis si, parce que ma mère était une sorte de révolutionnaire. Les premières manifs, je les ai faites avec ma mère. Les premiers clochards que ma mère a récoltés à la maison, elle l'a fait avec moi. Elle était très, 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 très sociable et très socialiste dans le bon sens du terme. Et mon père revenait d'un pays communiste où l'idée du communisme qu'on avait à l'époque était en train de sombrer dans la réalité de ce qu'on était en train de se rendre compte, quoi. Voilà. Donc moi, j'étais un fils d'intellectuel du 11e arrondissement qui vivait dans un loft de 150 mètres carrés mais qui était en fait un ancien atelier d'artiste et qui était avec des rats et des fuites d'eau. Mais c'était malgré tout, c'était une autre façon de vivre, en fait. Tu vois? Donc, mes parents, ils m'ont ouvert à un truc où j'ai jamais rien vécu de ce que la majorité de mes amis ont vécu. Ma mère a monté un film qui s'appelle L'école sauvage en 1965. Elle était jeune monteuse. Et elle a monté un film sur une école qui s'appelle l'École de Crolly, qui est à Vincennes. Où mon fils et mes enfants ont été là. Et c'est une école libre, qui s'appelle l'école libre, où il n'y a pas de notes, où il n'y a pas de points. Et c'est très important par rapport au hip-hop et pourquoi j'ai accroché sur le hip-hop. C'est que j'ai grandi dans une école de 3 à 13 ans. J'étais dans une école où il n'y avait pas de notes, où on appelait ses profs par leur prénom. Mon père, j'ai jamais appelé mon père papa, j'ai toujours appelé Peter. Et ma mère Chantal. Et donc j'avais un rapport très mature avec... on avait tout de suite été très mature et surtout on n'a pas été mis en compétition les uns des autres. Et ça se passait bien? Ouais, j'ai pas mon bac, mais t'as appris des choses, voilà. Tu vois, je suis heureux de ma vie. Et ça, en fait, il nous apprenait très vite à développer ce qu'on était capable de développer sans nous obliger à développer les trucs qui étaient plus difficiles ou qui n'étaient pas forcément, tu vois, intéressants pour nous. Donc, moi, j'ai développé ma grande gueule, mon avis, ma façon de réfléchir, tu vois, ma logique, mon éthique. Tout ça, je l'ai fait pendant ces 10 premières années d'école, dans une école, encore une fois, où je suis sûr que si j'avais été élevé dans une école traditionnelle, je ne serais pas du tout le mec que je suis aujourd'hui. Pas du tout. Sûrement. Mais quand même, dans tout ce que tu dis là, t'as écouté de la musique punk. Et donc, t'en arrives au rap. Et il y a quand même quelque chose de rebelle, d'antisystème dans ces deux musiques à ce moment-là. Oui, il y a tout un truc qui va très bien avec l'âge. C'est-à-dire à 13 ans, là, 13, 14, 15 ans, forcément, tu te rebelles contre tout le monde, tes parents, truc. On l'a fait avec nos parents l'ont fait avec leurs parents, et nos enfants nous le font avec nous maintenant. Même si on a envie de les tarter, on est obligé de se rappeler qu'on l'a fait aussi, et que ça fait partie du cycle de la parentalité. Mais on se rebelle, donc on se raccroche à quelque chose. Il faut se raccrocher à une musique, et voilà. Et à ce moment-là, est arrivé le hip-hop, et pourquoi j'ai vraiment le texte, quoi. Le texte et la rythmique. La rythmique qui était ces boucles qui étaient super basiques et qui me rappelaient un peu
qui rappelle un peu le reggae ou le ska, et qui rappelle aussi un peu le rock vraiment, le punk hardcore des Sex Pistols. Non, pas les Sex Pistols, parce que c'était... Si, même des Sex Pistols, c'est quand même des trucs très rythmés. Tu peux quasiment presque danser dessus, tu vois. Et c'est pour ça que ça a plu à beaucoup de gens. C'est qu'au-delà du truc politique, il y avait un côté aussi amusant. Ouais. Quand je vois des vidéos de ska, les gens dansent tout le temps à chaque fois que je vois des anciennes vidéos. Et pourtant, le ska, si tu commences à rentrer dans l'histoire du ska, c'est l'histoire des skinheads anglais qui viennent pas du tout ce que nous on connaît des skinheads. C'est pas l'extrême droite. C'est pas du tout, au contraire. C'est la pauvreté prolétaire anglaise qui se bat dans la rue, donc qui se coupe les cheveux pour pas qu'on leur attrape les cheveux, qui mettent des trucs sans col pour pas qu'on leur attrape le col, et qui vont se battre de rue à rue. Et ça devient petit à petit, ça a été politisé d'une autre manière. Mais donc, c'est intéressant de se rencontrer tous ces mouvements-là et puis de se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Et si la chance que nous, on a eue à notre époque, c'était d'être confrontés à d'autres mouvements qui avaient une autre façon de penser, avec des musiques qui avaient d'autres lyrics, et ça nous challengeait les uns les autres. Tu vois, c'était jamais un truc... tu étais amoureux de hip-hop, tu étais à fond dans le hip-hop, mais tu pouvais pas ne pas reconnaître le beat incroyable des morceaux de The Cure. Tu vois, ou de Björk, t'étais obligé de t'ouvrir aux autres, tu vois. Et les autres aussi étaient obligés de s'ouvrir, et tout d'un coup, le hip-hop qui était au début un truc où moi, je me souviens, la première fois, quand j'allais à la Fnac, ils disaient, vous avez des disques de rap? Les mecs, ils disaient quoi? Il n'y avait pas de secteur rap en vinyle à la Fnac. Il fallait aller... Aujourd'hui, c'est impensable ce que tu dis. C'est ouf. Fou. Non, mais même, on savait pas c'est-à-dire que... Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, c'est intéressant. Pourquoi j'ai enchaîné comme ça? Je crois que c'est des rencontres par hasard. Non, c'est... Non, puis il y a aussi au cinéma. C'est-à-dire qu'au même moment est arrivé Spike Lee, avec She's Gotta Have It, le premier film de Spike Lee, qui est un film absolument génial, qu'il a fait en noir et blanc, avec une 16 mm. Mais il est arrivé en salle ici? Il est arrivé en salle ici, qui s'appelait Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. Ouais. Et c'était son premier film qui est sorti. Ça a d'abord été un succès énorme ici en France, et c'est ça qui a fait un peu comme Woody Allen quand il est arrivé en France. C'est un humour assez européen, tu vois, ou tellement niche, tellement spécial. La France, par exemple, sur toute la culture du jazz et du blues et tout ça, on a été les premiers à les accueillir en dehors des États-Unis. Tu vois, tous les bluesman et tu vois, les Coltrane et tout ça, c'est en France qu'ils ont vraiment fabriqué leur succès et qui se sont élevés en tant que légende. Et moi, je me suis retrouvé entre, tiens, c'est marrant parce que c'est la musique que j'écoute et ça représente un truc. Il y a le Boys in the Hood qui est arrivé aussi. Un peu plus tard. Un petit peu plus tard. Il y a eu Do the Right Thing d'abord. Do the Right Thing qui est arrivé, qui est le deuxième film de Spike Lee. Exactement. Mais son premier, moi j'avais 17 ans et j'ai vu ça. Et au même moment, il y avait Luc Besson qui est arrivé avec son film qui s'appelait Le Dernier Combat, qui était un film aussi en noir et blanc, fait à la main par une toute petite équipe. Et j'ai vu ça et j'ai fait putain, il faut que je me mette. Moi aussi, je peux devenir réalisateur et tu vas exprimer mes idées. Donc là, on est vraiment fin des années 80, début des années 90. C'est là où toi, dans ta tête, t'as envie de devenir réalisateur. Même avant, parce que Métis, c'est 93. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers courts-métrages en 90. Et mes premiers courts-métrages, c'était Firo le Pou. J'étais en plein dans l'histoire de mes trucs. Je faisais du basket avec mes potes. Ils faisaient tous 1m90. Je fais 1m32. Je te jure, t'es là, t'es tout seul. À un moment, t'as envie de venir Renoir juste pour pouvoir faire un smash, tu vois. Et ben, c'est le court-métrage que j'ai fait. Parce que j'avais un court-métrage. Il fallait que je fasse un court-métrage. Et je me suis inspiré des films de jeunes réalisateurs qui étaient dans la même mouvance que moi. Et je me suis dit, si eux, ils peuvent le faire, je peux le faire aussi. Tu vois. Mais moi, j'ai besoin de revenir un petit peu en arrière. Donc, toi, t'es un auditeur de rap. Et à aucun moment tu te dis, voilà, le hip-hop, il y a plusieurs disciplines, je veux en faire une, je veux en pratiquer une. Parce que moi, ma passion, c'est le cinéma depuis truc. Donc je me suis dit, je vais faire du hip-hop avec le cinéma. Ma façon de m'exprimer, tous les films que j'ai faits,
pour moi, représentent la culture hip-hop, même s'il n'y a pas de rap dedans ou de quoi que ce soit. La mentalité, elle est... en fait, il y a... KRS-One était arrivé avec une phrase, un mot qu'il avait créé qui s'appelait « edutainment ». Qui est arrivé assez vite, qui était le mélange d'éducation et de entertainment, qui est un peu la même chose que je vois quand je vois un film. Pour moi, un très bon film. Un très bon film, c'est un film que j'apprécie, pour lequel j'ai peur, pour lequel je rigole, pour lequel je pleure. Et quand je sors, j'ai appris quelque chose. Mais pendant la vision en elle-même, j'ai pas fait un travail psychologique. J'ai pas besoin de faire ça reste facile d'accès. C'est pour ça que j'adore Steven Spielberg, parce que ça reste facile d'accès. Malgré tout, quand je termine le film, et 1 mois après, 1 an après, 10 ans après, je prends une leçon de vie de E.T., de tous ces films-là qu'il a fait, des Dents de la Mer. Il y a toujours quelque chose à prendre de ces films-là. Et pour moi, ça, c'est vraiment le bon cinéma, la bonne musique, n'importe quel bon... Tu sais ce que tu veux faire, tu vas aller vers ça. C'est ce que je veux faire. Mais je veux le faire d'une manière violente. Je veux le faire comme le rap des années 90. Le punk et le rap sont toujours en toi. Voilà. Malheureusement, on ne vit pas dans un monde... Les choses pour lesquelles je me suis battu dans les années 80, contre lesquelles je me suis battu, que ce soit les politiciens, que ce soit les problèmes de corruption, que ce soit les problèmes de pollution, que ce soit les problèmes d'injustice, que ce soit les problèmes sociaux, sont toujours les mêmes aujourd'hui et sont toujours... Donc au bout d'un moment, soit tu laisses tomber, soit tu dis je pense que faire un film est trop important pour le laisser juste comme un objet sympathique, tu vois. Et c'était réellement le cas pendant une période où le cinéma était un média d'information important, ce qui a été corrompu maintenant avec YouTube et avec tout le reste. Mais à une époque, tu avais les grands médias. Et puis, si tu voulais connaître des choses un peu plus pointues ou si tu voulais te poser des questions, il fallait aller au cinéma. Et ça, c'était complètement la lignée dans laquelle je me suis rendu à travers la musique, à travers le hip-hop et cet état d'esprit. Tu vois, là, le discours que tu as, là, ce que tu es en train de dire, moi, je suis fin des années 80, début des années 90, je suis un jeune auditeur de rap, j'écoute du rap américain et il commence à avoir des trucs en rap français, j'écoute, je suis. Et je trouve que là, le discours que tu viens de donner, il correspond à un groupe qui s'appelle Assassin. Ouais, moi j'ai traîné beaucoup. Et voilà, et c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont importants. Ils sont importants dans ton début de carrière en tant que réalisateur. Moi, personnellement, la première fois que j'entends parler de toi, c'est quand il y a le film Métis qui sort. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un morceau d'Assassin dans la bande originale. Et comme à ce moment-là, je suis là, j'aime beaucoup Assassin. Il faut que j'écoute tous les morceaux d'Assassin qui sortent. Il y en a un, Métis, Mathieu Kassovitz. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, un film. En fait, quand j'ai mon premier court-métrage qui s'appelle Firo le Pou. Qui est une référence à Godard, qui est l'histoire d'un jeune basketteur qui se transforme juste pour faire un panier pour impressionner une fille, que j'ai fait sans argent, avec une caméra à ressort, exactement dans les conditions dans lesquelles Woody Allen a fait ses premiers films, ou Spike Lee a fait ses premiers films, ou Luc Besson a fait ses premiers films, ou tous ces réalisateurs que je regardais comme ça. Et donc, je fais ce film, et pour finir le film, j'ai tout fait à la main. J'ai tout fait. C'est un film. Non, à part le laboratoire, j'ai tout fait. C'est moi qui ai coupé le négatif, c'est moi qui ai coupé les trucs, c'est moi qui ai fait les sons des ballons de basket, c'est moi qui ai enregistré. Il n'y avait pas de budget, puis j'avais envie de tout faire et j'ai fait vraiment tout seul. Et à la fin, je voulais un rap à la fin. Sur les derniers 30 secondes du film, je voulais un rap. Et je suis allé voir. Mais c'est pour ça que je sais pas comment. Je suis allé voir Didier, je suis allé voir Joey Star, qui vivait à Bastille. Et je lui avais demandé ce qu'il voulait bien. Et je le connaissais parce qu'on traînait déjà à Ticarette, on traînait déjà dans les halles, on traînait déjà dans ces trucs-là. Je traînais déjà dans cet univers-là. Avec les gens que j'ai rencontrés, en fait, à Paris, à l'époque, il fallait sortir. Tu pouvais pas rester chez toi. Donc, si tu sortais, t'allais au centre de Paris. Le centre de Paris, c'est les Halles. Ok, c'est simple. Donc, t'allais manger. Il y avait les premiers hamburgers là-bas, les premiers fast-food. T'allais là-bas, il y avait tous les autres groupes. Et tu rencontrais des gens et puis tu faisais des amitiés. Moi, mon meilleur pote, Jean-Claude,
Je l'ai rencontré devant le Diable des Lombards et on s'est plus jamais quitté. Et c'est là qu'on a tous traîné. Et tout d'un coup, c'est devenu ça. C'était le bar du hip-hop, ça c'était le bar machin, ça c'était le bar bidule. Et donc on se retrouvait tous là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître sans se connaître. C'est-à-dire que la soirée là dont tu parles, on s'est croisés là. J'ai pas arrêté de croiser des mecs. C'est incroyable. Ça fait 40 ans que je sais toujours pas comment ils s'appellent, à part leur blase de tagger ou de danseur. Et tout d'un coup, en fait, ils s'appellent Emilio ou Jean-Pierre. Tu vois. Le hip-hop. Tu vois. Mais pendant des années, tu fréquentais les gens sans les connaître et tout en les connaissant. J'ai découvert plus tard qu'il y a parmi ces mecs-là, il y avait des milliardaires, il y avait des fils de milliardaires, il y avait des gens super connus, il y avait des clochards, il y a des mecs qui ont terminé en prison, il y a des mecs qui ont, tu vois. Il y a vraiment, c'était vraiment un univers complètement ouvert et on n'était pas du tout à se juger les uns des autres, on était curieux. Tu vois. Et donc c'est la meilleure façon de rencontrer les autres. Et donc je suis allé voir Didier. Didier, il pouvait pas, il était super cool à l'époque, Didier. C'est vraiment avant qu'il parte en couille. Non, mais je t'ai vu venir, t'as dit, il était super cool. Non, il était super cool. À l'époque. Il avait un chien avec des grandes oreilles, là. Il avait un basset. Qui était super cool. Et Didier était cool et tout ça. Et on traînait avec les mêmes personnes et tout ça. Et je suis allé voir, et il m'a dit, non, on va voir Mathias. Et je suis allé voir Mathias. Donc, Mathias qui est Squat. D'assassin. Et il me l'a fait tout de suite. Ça s'est bien passé, on a rigolé. Et puis j'ai rencontré Vincent à travers lui. Donc le frère de Rocky Il m'a dit, Squad. ouais, tu sais, mon frère, il est comédien. Et je l'ai rencontré au Diable des Lombards, même chose. Incroyable. Et donc lui, il avait son crew un peu, Vincent. Il avait 2, 3, 4 potes avec lui avec qui il traînait. Ils étaient beaucoup à vélo. Et puis moi, j'étais avec Jean-Claude, 2, 3 autres comme ça. Et puis après, il y avait chaque groupe qui venait, on se retrouvait. Donc tu es en train de nous dire ici que indirectement, tu as bossé pendant tant d'années avec Vincent Cassel grâce à Joey Star. Grâce à Joey Star. Indirectement. Ouais. Mais à l'époque, Assassin, c'était un espèce de mélange des deux. Il y avait collé, bien sûr. Donc ouais, c'était cette première approche-là. Enfin non, c'était pas cette première approche, mais c'est là que j'ai commencé à connaître des mecs et à mettre des noms sur des gens et et là j'ai commencé à traîner avec Assassin. Ok. Voilà. Principalement parce que j'avais mon permis de conduire et qu'ils n'avaient pas et qu'il fallait. C'était important ça à l'époque. Il fallait coller des affiches le soir. C'était important. Il fallait qu'il y ait quelqu'un avec une voiture. Important. Surtout même si les skis, et après il fallait tout le temps quelqu'un au volant. Même si tu dis que Joey Star habitait à Bastille, quand t'es un banlieusard, la voiture c'est tout. Ah bah ouais, c'est trop important. Faut quelqu'un qui en ait une. Moi, j'ai travaillé à 17 ans. À 17 ans, j'étais stagiaire. Stagiaire mise en scène. Et le seul truc qu'il fallait avoir pour être stagiaire, c'est une voiture. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler pendant 1 an. J'ai rien eu. Le jour de mon anniversaire, j'ai passé mon permis. Et après, j'avais une voiture et je traînais avec eux. Donc là, j'avais déjà 18 ans à cette époque-là. 17-18 ans. Ok. Il me semble que tu as un court-métrage qui s'appelle Assassin. Non, j'ai fait un court-métrage. J'ai fait donc mon premier court-métrage qui s'appelait Firo le Pou. Ouais. Un deuxième qui a adapté une BD de Moebius qui s'appelle Cauchemar Blanc. Qui est une histoire de ratonnade. Et ensuite, j'avais trouvé un producteur et j'aurais dit, je voulais faire mon long métrage. Je voulais c'était Métis. Ouais. Je savais ce que je voulais faire. Et il m'a dit, faisons un autre court métrage plus professionnel avant. Pour pouvoir gérer et trouver l'équipe et pouvoir gérer l'équipe qui va être ensuite Métis. Okay. Et donc j'ai fait Assassin, qui était un film assez conceptuel, un court-métrage assez conceptuel sur un assassin. Okay. Mais il n'y a pas de rapport avec le groupe? Non, il n'y a pas de rapport avec le groupe, à part que c'est un nom qui tue, quoi. Ouais. C'est un titre qui tue, tu vois, c'est tout. Et moi, j'ai rajouté un S entre parenthèses parce que j'avais il y a tout un discours derrière de qu'est-ce que c'est qu'un assassin. Et après, donc j'ai fait Métis, La haine, et ensuite j'ai refait Assassin en long métrage. Ok. Avec Serrault, avec Michel Serrault. Et justement, Métis, c'est quoi les retombées? Parce que à l'époque, moi, je me rends pas compte. J'ai l'impression que c'est assez confidentiel. Mais c'était complètement confidentiel. Voilà. Mais dans la foulée, tu vas faire La haine. Donc, moi, je me dis innocemment que si on lui permet de faire La haine, c'est que finalement, les résultats de Métis sont pas mauvais.
Frère, je sais pas si ça marche comme ça. Personne ne m'a jamais permis de faire quelque chose. Je fais des choses. De quoi tu fous? Dis-moi. On fait les choses. Il n'y a personne qui nous permet de faire les choses. Donc, explique comment ça arrive. En effet, il faut juste s'entourer de gens qui vont dans la même direction que toi, c'est tout. Ouais. Mon producteur avec qui j'ai fait Métis, quand je suis revenu le voir un jour et je lui ai dit, écoute, voilà ce que j'ai vu, parce que je revenais d'une émeute où il y a eu une bavure policière, l'histoire de Macomet. Ouais. Je lui ai expliqué le truc, il m'a dit ok, c'est parti. Je lui ai écrit le scénario en 1 mois, 2 mois, et puis on a commencé le travail. Après, le film, on l'aurait fait même sans un sou. Hein. Ouais. Donc tu le fais, tu vois. Tu fais les choses et l'argent arrivera dans ton mouvement. Mais tu peux pas attendre d'avoir l'argent pour faire les choses. Nous, à l'extérieur du cinéma, c'est ce qu'on pense. Tu vois ce que je veux dire? On se dit, voilà, tu fais un film, si t'as un succès, alors là, tout le monde te dit, viens chez moi pour ton prochain film. Et si t'en as pas, tu peux disparaître. Bien sûr, mais c'est la même chose pour tout. C'est la même chose pour tout. En musique. Mais toi, ton producteur, il t'a fait confiance directe par rapport encore une fois, au scénario. Tu t'entraînes, tu t'entoures de gens avec lesquels tu sais que tu vas pouvoir grandir. Okay. Donc, qu'il y ait un échec ou que ce soit pas un échec ou un succès ne devrait pas changer la relation de travail avec les gens avec lesquels tu as monté ton business. Théoriquement, j'ai envie de dire. Théoriquement, mais c'est pour ça que, messieurs, dames, jeunes gens, prenez votre temps de bien vous entourer. Jusqu'à aujourd'hui, même moi, je fais encore des conneries et je m'entoure de gens avec lesquels je regrette ensuite. Et ça me cause beaucoup de problèmes et ça cause beaucoup de la satisfaction de s'asseoir sur quelqu'un en disant ça va assurer, c'est pas la peine de trop. Prenez le temps de bien être sûr que les gens avec lesquels vous allez grandir, si vous avez le choix, soient des gens solides. Et si c'est des gens avec qui vous avez grandi depuis vraiment... le hall ou l'école ou le quartier ou essayez de ne pas lâcher le truc, essayez de garder vraiment l'équipe la plus soudée possible le plus longtemps possible. Il y a toujours un moment où ça partira en sucette parce que tout le monde grandit et évolue, mais il ne faut pas laisser le succès ou l'insuccès changer vos habitudes et vos amitiés, parce que c'est ça qui va vous amener au succès finalement. Vous pouvez faire des échecs et des échecs et des échecs. C'est pas vraiment grave si vous vous amusez à le faire, et vous aurez à chaque fois un petit peu moins d'argent pour faire le prochain jusqu'au jour où vous ferez un succès et puis ça repartira. Mais c'est en se tenant que c'est ce qu'on a fait avec mon producteur. On a fait les 3 courts-métrages, c'est lui. Mon premier court-métrage, je l'ai fait tout seul. Et une fois que je l'ai eu presque fini, je suis allé le voir pour qu'il me donne 3000 francs pour pouvoir le finir. Et puis on a enchaîné ensemble. Il a toujours cru en toi. Toujours. Et on a terminé en Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks à faire un film de dingue, tu vois. Donc 20 ans plus tard. Donc la Métis n'avait pas du tout marché en salle, non. Ok. Mais non, il n'avait pas du tout marché. Et honnêtement, il était regardé un peu comme un film de Jones, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, comme un truc... Il y a quelques-uns qui ont pu voir un petit peu le côté, la poésie, le côté un peu Woody Allen du truc, qu'il y a certains bons dialogues, qu'il y a une mise en scène, qu'il y a des trucs, mais... ils avaient vraiment l'impression que c'était un ressucé américain d'un truc... et puis c'était tellement un ovni dans le cinéma français. C'est clair. À l'époque, il y avait Noémie Lovski Romer, et puis tu vois un cinéma français très 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 restreint et très franco-français, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, du coup c'est un ovni. Mais le truc, c'est en parallèle, avant qu'on rentre vraiment précisément dans la haine. En parallèle, toi, t'es comédien. Parce que tout le temps, quand on parle de toi, on dit le réalisateur. Mais tu joues. Et tu continues. C'est tout ça. Je continue si on me demande, ouais. Mais réalisateur, mais comédien, moi, je dis, c'est pas un métier, c'est un hobby. Donc, j'ai un métier à côté qui est réalisateur. Et j'ai un hobby qui me nourrit quand j'ai envie de le faire et qu'on m'accepte. Mais le problème, c'est qu'en comédien, t'es pas vraiment maître de ton destin. Oui. C'est quelqu'un qui te dit, tiens, fais ce rôle-là, dis ce texte-là. Ça, c'est pas ce qui te plaît le plus. C'est pas ma mentalité, non. C'est pas ma façon de fabriquer. Très bien. Donc maintenant, on va rentrer dans la haine. T'as ce producteur qui te suit, tu fais le film, donc tu viens de nous dire que l'idée te vient par rapport à
l'incident avec Makomé. Voilà. Donc, tu décides de faire ce film. Comment tu choisis... Ça se passe à Chanteloup-les-Vignes. Pourquoi Chanteloup-les-Vignes à ce moment-là? Parce que je pensais que c'était la cité, une des cités... En fait, à l'époque, c'était très, très, très dur, les cités. Ouais. C'était vraiment, vraiment dur. Parce qu'il y avait peu de médias, et les médias qui allaient dans les cités faisaient de la merde. C'est clair. Donc, ils se faisaient caillasser. Ouais. Il y a eu beaucoup de... Et puis, les séries télé qui se tournaient dans les cités, ou tout ça, c'était des séries télé de TF1 où les voyous étaient... Enfin, c'était tout le temps la même chose, quoi. Ouais. C'était très basique. Donc, au bout d'un moment, les mômes, ils en avaient ras le cul. Donc, quand ils voyaient une caméra, ils jetaient des pierres. Et il fallait trouver une cité qui accepte, où on sache qu'on puisse se poser notre cul pendant 2-3 mois et qu'on ne va pas se faire rançonner au bout de 10 minutes, ou, tu vois, ou mal comprendre. Donc, il y avait plein de cités. On savait déjà qu'elles étaient trop chaudes. Ouais. Tout ce qui était le Nord, tout ce qui était Nanterre, tout ça, c'était... Il y a les cités qui étaient les 4000, tout ça, c'était trop chaud. C'était super hardcore à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était hardcore parce qu'il n'y avait pas la communication. Qui est aujourd'hui, où un mec peut faire une vidéo TikTok en disant « regarde la situation ». À l'époque, les mecs, ils sortaient pas de chez eux et il n'y avait aucune communication. Donc, c'était un petit peu intense. Et on a visité plein de cités. Okay. Et puis, on est allé à Chanteloup, qui est à 40 bornes de Paris, 35 bornes de Paris, dans les Yvelines, et qui était à côté d'un petit village perdu dans les champs avec des vignes autour. Et on s'est dit, ça ressemble à une cité, ça a l'air super calme, et c'est sur aucun... pas passé sur aucune info, il n'a pas de blase, tu vois, elle n'a pas de réputation. Donc, on s'est dit ça. Et en fait, je suis arrivé le premier jour. On s'est dit, OK, c'est dans cette cité qu'on s'installe et tout ça. On avait commencé à rencontrer les gens et on s'est dit, on avait eu l'accord avec de la mairie. Et la mairie nous avait dit, maintenant, c'est OK pour nous. Il faut que vous ayez l'accord des gens. Okay. Donc, le premier jour, on arrive pour aller prendre un thé, commencer à discuter avec les gens. On s'assoit au truc. Bagarre entre un vieux mec et un flic. Le flic menotte le mec, le tire sur terre. On entend le bras qui casse. Le chien, le truc, les autres flics qui arrivent, le fils du mec, ça part en sucette. Et je fais, waouh, OK, d'accord, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Et avec le comico pile au milieu de la cité. Tu vois, et ça veut dire beaucoup de choses. Et une dynamique, tu vois, de police de proximité, mais avec les trucs, tu vois, avec les mecs, arrête Jean-Pierre, non, ta gueule Mustapha, tu vois. Tout le monde se connaît, tu vois. Truc, et tu dis, OK, c'est une drôle d'ambiance, tu vois. Et donc, on est resté bien, on a bien pris la sauce de la cité, et c'est une cité complètement dingue, tu vois. La vache, je l'ai eu parce que quand je suis arrivé, un jour, j'arrive, et puis je vois, il y avait un cirque devant. J'arrive, je descends du RER, je vois un chameau. Je fais, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ils étaient en train de manger sur l'herbe, tu vois, et en fait, ils avaient mis les chameaux là pour manger de l'herbe. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas? Et à un moment, je me suis dit, tiens, il va y avoir un chameau qui va passer dans le film. Parce que ça peut être, tu vois, comme dans un film, comme dans un Amarcord de Fellini, où t'as tout le temps t'as ce pan, où t'as des histoires complètement surréalistes. Pourquoi pas? Parce que tu pourras pas me dire que c'est pas vrai, parce que je l'ai vu. Tu l'as vu, en vrai. Et puis, je me suis dit, non, je vais mettre une vache, parce que la vache, c'est mort aux vaches. Donc, c'est dans le sujet. Pas mal. Et tu viens de donner une information incroyable. T'as dit, je descendais du RER. C'est-à-dire, la haine, t'allais tourner à Chanteloup-les-Vignes, t'y allais en RER. Ouais. Incroyable. Elle était où ta voiture? Parce que déjà, j'allais pas laisser ma voiture pendant une semaine sur le parking et en bas. Et puis, c'est plus pratique. OK. On prenait le R. Incroyable. Non, mais on a vécu là-bas 3-4 mois. Ouais. Tu vois, donc au bout d'un moment, on était là-bas toute la semaine. Parfois, le week-end, on rentrait à Paris. Mais sinon, on était vraiment... on faisait venir tout le monde. Moi, je faisais venir les acteurs. Les techniciens, on les faisait venir dans notre appartement là-haut. Et puis les mecs, on était posés avec les 3 acteurs dans l'appartement. Et les mecs du quartier, ils disaient, c'est qui? Ils pensaient qu'on était des militaires. Tu vois, qui étaient là c'est ça que je voulais savoir aussi. C'est que vous n'avez pas fait d'arrangement comme on fait souvent avec les grands du quartier. Bon, on va venir dans votre quartier tourner. En fait, si, est-ce que vous pouvez gérer les petits ou quoi? Mais pas comme ça. C'était pas comme ça à l'époque. C'était vraiment... C'était vraiment un truc de feeling. Et puis, on a eu la chance, évidemment, de rencontrer des gens incroyables, tu vois, très vite. Des mecs ils ont vu très vite ce qu'on voulait faire. Je suis arrivé, je me rappelle, avec Christophe, le producteur, on est arrivé, on devait projeter Métis dans la salle des fêtes
pour leur montrer ce qu'on faisait, ce que c'était qu'un film, et que, tu vois, l'état d'esprit et le truc. Et on va, la projection, elle est à 19h, et j'arrive à 17h, et je m'étais fait pote avec un copain qui s'appelle Abdelmoula, et je dis à Abdel, il n'y a personne dans la salle. Il fait, ah bon? Bouge pas. Il est parti tout seul, et 20 minutes plus tard, la salle était pleine. Il y avait personne dans la salle. Le gars a ramené. Abdel est arrivé, il est allé voir tous les petits, il a fait, qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, il fait, vas-y, dans la salle. Tu connais le truc. Il a rempli la salle tout de suite, et à partir de là, quand j'ai fait, ok, bah, lui, c'est mon pote. Important. Tu vois ce que je veux dire? Très important. Et en fait, il était super important. C'est le mec qui m'a permis de faire le film, parce que c'était le grand frère. Il y avait les grands frères là-bas. C'était le grand frère. Il y avait les grands frères un peu craqués aussi, tu vois, un peu craqués de la tête. Et puis il y avait et lui qui tenait vraiment, qui était le plus fou de tous, mais qui tenait vraiment tout le monde, et qui était super éthique, super droit, et qui avait un vrai tu vois, une vraie dimension sociale, quoi, tu vois. Et il nous a aidés, et puis après, ça s'est super bien passé avec tout le monde, tu vois. C'est super cool. Et puis on a sorti, il y a des mecs qui ont commencé à nous suivre. Rachid Daijani, tu vois, qui est l'écrivain, il vient de Chanteloup, et qui a écrit Bunker, qui a fait des séries télé, qui a fait plein de trucs. Il vient de Chanteloup. C'était un petit qui nous a suivis au début, et on a vu qu'il était sérieux, qu'il était vraiment là. On lui a donné un talkie-walkie, puis on lui a dit, tiens, mets-toi là, préviens-nous quand il y a des voitures qui passent. Et puis il a commencé à être stagiaire, et quand on est reparti à Paris, il nous a suivis. Il a dormi chez Sophie, la régisseuse. Il a passé un peu de temps là-bas, et puis il a découvert Paris, puis il a découvert d'autres gens, puis il a découvert des artistes, et puis il est devenu artiste, et puis maintenant il fait son truc, et il est sur une autre planète, quoi, tu vois. Bravo. Donc, et puis on a croisé quelques-uns comme ça, mais pas mal de mecs aussi qui sont restés dans le quartier, que j'ai vu la dernière fois que je suis allé, qui sont toujours là-bas, qui ne bougeront jamais. Mais enfin, vraiment c'est un quartier village là-bas, tu vois. Il y avait un côté un peu... tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, c'est tellement fermé. C'est un village, c'est une cité-village, quoi. Et c'était pas des immeubles très hauts en plus, donc ça restait un côté humain. Mais des problèmes de drogue, des problèmes de pauvreté, des problèmes avec la police, des problèmes, enfin tout ce qui était la cité, mais mais sans, encore une fois, ce qui était le plus dramatique, c'est pour ça qu'on a fait La Haine, sans l'information qui permettait à ces jeunes-là de dire on est entendu, tu vois. C'est-à-dire que pas seulement ils vivaient des trucs de merde chez eux, mais ils avaient aucun moyen d'être d'un haut-parleur. Et même à l'époque, le rap français n'existait pas trop. Tu vois, en 92, 93, dans les cités, tu portais pas une casquette américaine. Ce que je veux dire, c'est quand t'étais un rappeur, t'étais mal vu. T'étais mal vu. T'appelais un Zoulou, le mec qui disait fais attention, me tape pas sur les murs. Non, c'est vrai. Tu vois, c'était pas cool. Donc il y avait pas du tout le côté rébellion au-delà de ce que tu faisais en bas de chez toi, quoi. Tu vois, tu pouvais pas exprimer. C'est vrai. Autrement. Et donc, voilà, donc on a commencé le travail avec eux, et puis ça s'est super bien passé. Vraiment, Moi, il y a 2-3 petits trucs. J'en profite en face de moi, j'ai besoin de savoir. Vas-y. Il y a des trucs. Déjà, il y a la fameuse scène où, dans les toilettes, où il y a marqué sur le mur Grunwaldzki. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qui ? C'est quoi ? J'ai jamais compris, en fait. De quoi, la scène avec Grunwaldzki ? Mais pourquoi c'est marqué ? Voilà. Pourquoi c'est marqué quoi ? Non, dans les toilettes, Grunwaldzki. Cette scène, je la comprends pas. Va voir le spectacle. Non, je vais y aller. Mais pourquoi c'est bien expliqué dans le spectacle ? Le spectacle, il l'explique, Il le dit, le personnage. Il dit, ça fait 30 ans que je me pose la question pourquoi mon grand-père m'a raconté cette histoire. Et ensuite, il explique. Ok, donc... Mais toi, tu sais pourquoi. Claque ton billet, viens voir. Je vais venir. Non, tu sais que je vais venir. Le but, c'est pas de donner des réponses. Le but, c'est d'élever des questions. Donc, les questions que cette scène t'a fait te poser pendant toutes ces années. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas compris. Ouais, mais le jour où tu vas comprendre, tu vois, c'était en face de toi. Ta lecture est pas forcément la même que la mienne. Bien sûr. Pas forcément, tu vois, ce qui est intéressant, c'est
Mais tu penses que spectacle, moi, ce que je trouve intéressant dans les histoires juives, dans les blagues juives, parce que c'est une pure blague juive, ça. Ok. La blague juive, elle n'est pas là pour... elle est là pour te provoquer dans ce que tu as de plus sombre. Ok. Tu vois. C'est-à-dire que tu rigoles avec la misère. Okay. On te demande de rigoler avec la misère. On te demande et c'est ça vraiment l'humour juif, c'est de rigoler avec le drame. Et quand il dit, tu vois, il fait une blague, et il dit, et alors il court, et puis là, son pantalon tombe sur les trucs. C'est drôle. Mais... Et alors, alors il est mort. C'est ça la blague. C'est que dans la réalité, on meurt comme ça. Et il y a des gens qui sont morts parce qu'ils avaient besoin d'aller chier dans un coin. Tu vois, et il faut respecter ça. Parce que Dieu aide à faire pousser le caca, et ça, c'est mon grand-père qui me l'a appris. Tu vois, je disais à mon grand-père juif qui récapait des camps, tu vois, hongrois et tout ça, je disais, est-ce que tu crois en Dieu? Il me dit, je crois juste en Dieu quand je fais caca. Je lui dis, parce que si on n'avait pas un trou du cul, on serait tous dans la merde. Pas mal. Et il m'a dit, c'est ça Dieu. C'est qu'on a la chance d'être vivant. On a la chance d'avoir un trou du cul et on devrait être content de ça. Voilà, c'est ce que raconte cette blague-là. Parce qu'il la raconte à ces jeunes-là qui 2 minutes avant sont en train de dire je vais tuer un flic parce que je suis malheureux. Non, là tu vois là, je commence à lire entre les lignes. Merci. Mais donc là, si je vais au spectacle, ça va être encore plus clair pour moi. Ouais, t'as plein parce que justement, je me suis servi du spectacle pour me donner certaines questions. Cette question-là, tout le monde me la pose. J'imagine. Mais je veux dire, moi aussi, je me suis posé... Cette blague-là, elle m'a été racontée par ce monsieur-là à la fête de fin de film de Métis. J'étais un peu bourré, on était sur une péniche à la fin de film de Métis. Il faisait mon grand-père dans Métis, lui. Et il vient avec un pote à lui, un vieux monsieur, et un vieux juif comme ça avec le tatouage et tout ça. Et on parle et le truc, on était un peu bourré. Et il raconte cette blague. Et on termine en rigolant. Il fait alors qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il est mort. Et j'ai dit je dois la mettre dans mon prochain film. Ça t'a marqué. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je sais pas pourquoi il me l'a dit. Je sais pas ce qu'il voulait me dire. C'est une histoire vraie qu'il a vécue. Donc, mais la façon dont il me l'a raconté, le rire et la façon de truc. Ma grand-mère, elle m'a raconté la même chose. Elle m'a raconté des histoires quand elle était dans les camps de concentration, en rigolant. Waouh. Je dis, comment pour que tu rigoles? Parce qu'ils étaient tellement cons, les nazis, tu vois, qu'au bout d'un moment, tu étais obligé de rigoler, ou sinon, si tu pouvais pas survivre autrement. C'est ça, l'humour juif. Donc, cette blague, pour moi, elle est pile... tu vois, là, comment tu m'expliques? C'est très profond, en vrai. C'est très, très profond. Toutes les scènes de la... Si la haine a tenu autant de temps, c'est parce que quand tu parles d'edutainment, le film il se boit comme du Tillet, mais si tu regardes chaque scène du film, et c'est pour ça que j'ai pu faire la comédie musicale assez facilement, peuvent se résumer en un thème. C'est pour ça que j'ai réussi à dire, cette scène-là, elle se résume dans un thème de cette chanson-là, qui est chaque chanson... Un morceau, généralement, c'est un thème qui est traité pendant 3-4 minutes. Là, c'est le cas. Tu peux dire, OK, cette scène-là, il dit ça, cette scène-là, il dit ça, cette scène-là, il dit ça. Justement, en parlant de scène, la fameuse scène de DJ Cut Killer. D'où elle vient. On sent vraiment les geeks. Non, c'est important. Parce que moi, j'essaie de comprendre d'où ça vient. Comment tu te dis, à ce moment-là, dans le film... Entre telle scène et telle scène, je vais mettre Cut Killer. Tu connais, t'as traîné dans les quartiers, tu connais, t'as vécu. Malheureusement. Heureusement et malheureusement, les deux. Ok. Il y a bien un truc que tu connais dans un quartier, c'est le son. Ok. Tout dépend de la taille des immeubles et de la matière qui réverbère, mais le son de la haine, si tu écoutes le son de la haine, il est mortel, le son de la haine. Il est d'ailleurs inspiré par le son de American Graffiti de George Lucas. Parce que le film de George Lucas, il y a une vie en dehors de ce qui se passe à l'écran qui est absolument incroyable. Et qui donne toute l'ambiance du film. Et là, même chose. Il fallait que je retrouve des sons et que je fasse rentrer le spectateur dans la cité. D'accord ? Donc le son était... C'est ça qui rend le truc immersif. Et forcément la musique. Et t'as forcément entendu des mecs qui mettent leur musique à la radio, celui-là qui se bat contre celui-là. Moi, dans le quartier où je traînais, on avait un mec c'était incroyable ce qu'il faisait. Moi, j'ai grandi à Sarcelles. On était dans un quartier bien précis.
il mettait les enceintes devant sa fenêtre, mettait la musique à fond, et il partait à Paris toute la journée. C'était un vieux. Un album qui tournait en repeat toute la journée. Mais c'est quoi ça? Un vieux français? Non, il avait notre âge. Et mais il pétait quoi comme musique? Du rap, du gangsta rap. Ah oui, du gangsta rap, voilà. Bâtard. Et il partait. Il s'en va. Et il laisse le truc tourner. Sauf que nous, on n'en peut plus. C'était un seul album toute la journée. On devenait ouf. Quand il revenait, on l'insultait, il rigolait. Ah, le lendemain, il mettait un autre album, il partait. C'est ça. Incroyable. Donc, tu vois, et ça réverbère sur les trucs. Tu es obligé de l'entendre, même si tu vas 3 blocs plus loin, ça réverbère partout. C'est ça. Donc ça fait partie de cette ambiance-là. Et je voulais absolument, dans ce film-là, rendre hommage à toutes les facettes du hip-hop. Même si je le fais d'une manière un peu cachée, il y a les danseurs dans le RER qui sont là pour représenter, tu vois, quand les mecs, il lui dit « Hey, il y a une bagarre !» et l'autre, il continue à tourner sur la tête parce qu'il en a rien à foutre, il est dans son monde. Il y a un peu de graffiti parce qu'il y a la Side Nick la police et 2-3 graffitis, tu vois. Et puis... le passage à expression directe. Le passage avec expression directe dans la voiture, Mais donc il y a tous ces éléments-là du hip-hop, la danse, le graffiti, le rap, et le DJing. Et le DJing. Il fallait absolument qu'il y ait un DJ d'une manière ou d'une autre. Alors, je me suis dit ça, mais je suis content que tu le précises. Et donc, très hip-hop, le monsieur. On apprécie. Le t-shirt que porte Cut, c'est le t-shirt qu'on a fait avec Colt. Ok. Tu te rappelles Colt? Bien sûr, Tiger. Tiger qui faisait toutes les couvertures de NTM et tout ça avec Motu. Ouais. C'est un t-shirt on l'avait fait à Saint-Denis, ce truc à 180 grammes avec 5 passages, 5 couleurs, édition spéciale. C'est fort. Insane in the Membrane. Un vrai truc de graffiti artiste, tout ça. Et justement, on parlait du passage, donc le seul morceau de rap qu'on entend dans le film, c'est Mon esprit part en couille d'expression directe. Il y a une histoire qui dit que ça devait être NTM, Police. Non. Police, j'écoutais le morceau quand je suis pas un fan d'NTM. J'ai jamais été un fan d'NTM parce que j'aimais... j'étais pas un fan de leur musique. Ok. Je suis un fan de ce que je trouve DJ est super intelligent. J'adore ce qu'il dit dans ses raps. Même chose pour Cool Chain, mais c'était pas mon truc. Moi, j'aimais plus le côté musical de Assassin, qui était pour moi plus cinématographique. Tu vois, quand tu écoutes les albums d'Assassin, il y a plein de tout ce qui vient de films dans les trucs d'Assassin, toutes les intros et tout ça, ça vient de mes laserdiscs à moi. Il a tout enregistré. Liam avait tout enregistré chez moi sur mes laserdiscs et mes NTSC de l'époque. Et donc j'étais très basé sur le côté cinéma, voilà. Donc il y avait cette scission qui s'est passée entre NTM et Assassin. Mais pourquoi je parlais de ça? Parce que DJ, qu'est-ce qu'on disait? Le morceau Police. Ah oui, et donc moi dans la rue, si on se croisait entre Assassin et NTM, il y avait une bagarre. Ouais, donc c'est la période où ils s'entendaient plus. On s'entendait pas, tu vois. Mais NTM était une force du hip-hop français, tu vois, et de plus en plus. Et ce morceau-là, moi, il m'a tellement chargé tu vois, en patate quand j'écrivais. Tu vois, police, machine matrice, mandatée par la justice sur laquelle je pisse. Tu vois, j'étais là, et j'écrivais la haine là-dessus, tu vois. J'écrivais à fond là-dessus. J'écoutais le morceau en boucle. Donc pour moi, il a jamais été dans le film parce qu'il est trop dans le sujet, tu vois, mais c'est plus mon esprit pas en couille parce que Vince, il est dans la voiture à ce moment-là et tu vois, il est en train de partir en couille. Il commence à avoir le regard noir. Voilà. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Ouais, non. Le truc, c'est la légitimité. Ça veut dire, le film, ça sera un carton. Est-ce que c'est un carton tout de suite? Déjà, je sais pas, parce que sur la longueur, on le sait, mais un carton. Tout de suite. Tout de suite. Ok. C'est même un carton avec le film sorte. C'était complètement dingue. Ok. Le truc, c'est donc carton, et vu que c'est un gros rapport avec le rap, dans le monde du rap, tout le monde en parle. Il y a la bande originale dont on va parler, inspirée du film dont on va parler juste après. Mais le truc, c'est que je commence à entendre pour la première fois, mais pourquoi c'est Mathieu Kassovitz qui fait un film sur la banlieue? C'est pas un banlieusard. Pourquoi ce truc, il est pas légitime et tout ça.
Et moi, je connais pas ta vie, moi. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, je sais juste que t'as fait Métis et qu'il y a un morceau d'Assassin dedans. Et voilà, maintenant, il y a la haine. Moi, c'est tout ce que je connais de toi. Tes courts-métrages, tout ça, je sais pas. Et je connais. Et surtout, on n'est pas à l'ère d'Internet où tout le monde raconte un peu sa vie, ce film et tout. On sait pas. Et du coup, moi, les trucs, en étant dans le hip-hop, que je commence à entendre, il est pas légitime pour ci, pour ça. J'imagine que ça arrive à tes oreilles. Comment tu le vis, sachant que ça vient du hip-hop, et comme tu l'as expliqué depuis le début de cette discussion, c'est un milieu... Je vais te dire quand j'ai senti le truc. Bon, j'ai senti déjà... Non, je vais te dire quand j'ai vraiment senti le truc, que ça allait être un problème. Enfin, je le savais déjà d'une manière ou d'une autre, parce que... Mais je me suis dit, OK, ça allait être un problème si le film est un succès. OK. Et très vite, en fait, on a commencé à présenter le film aux médias. À l'époque, tu les présentais le film genre un mois avant pour qu'ils aient le temps de sortir dans les mensuels. Et on a présenté, c'était aux Champs-Élysées, on faisait dans une petite salle. Et j'ai dit à l'attaché de presse, je veux pas qu'on présente le film avec 3 journalistes à l'intérieur de la salle qui vont rien comprendre et qui vont tomber là-dedans, tu vois. J'ai dit, remplissez-moi la salle tous les jours. Chaque fois qu'il y a une projection, vous faites venir des mecs. Et donc, ils ont fait venir les mecs de Chanteloup, fait venir mes potes à moi, et c'était une salle de 30 personnes, tu vois, une petite salle. Et donc, chaque fois qu'il y avait un journaliste qui venait, et la salle était pleine de Kaira à côté, qui était là et qui faisait waouh, tu vois ce que je veux dire. Et donc, le mec était transporté dans une ambiance, il disait waouh, et déjà, il se retrouvait à côté d'un noir ou d'un arabe, il n'avait pas l'habitude dans un cinéma, ça n'existait pas à l'époque, tu vois. Surtout les avant-premières. Ça n'existait pas, aux Champs-Élysées, encore moins, tu vois. Donc, il y avait ce truc-là. Et puis comme ça se passait super bien parce que les mecs étaient super bonne ambiance, tu vois. Et au bout d'une semaine ou 2, il y a une projection qui commence un jour. Et il me dit des trucs de dingue. On me dit, il y a les cahiers du cinéma qui veulent venir. Et moi j'ai dit. Et le buzz commençait, ça commençait. Donc ils ont commencé à dire, il faut qu'on aille voir le film. Il paraît que les projections sont incroyables, machin bidule. Il y a une ambiance, machin. Les cahiers du cinéma, le film d'avant sur Métis, il m'avait fait une critique de merde. J'étais allé les voir, il m'avait envoyé chier. J'ai dit, je veux pas qu'ils viennent. Le mec me dit, si, ils sont obligés, t'es obligé de les faire venir et tout ça. Je fais, OK, d'accord. On fait venir avec les Lascars. Quand ils sont sortis, ils m'ont demandé de faire la couverture avec eux. Je leur ai dit, allez vous faire enculer. Vous m'avez dit, sur mon dernier film, mon premier film, vous m'avez dit que j'avais pas d'avenir. Là, maintenant, vous voulez que je fasse la couverture. Si vous faites une autocritique de vous sur vos façons de parler des jeunes réalisateurs, après je fais avec vous. Ils ont fait ils ont fait 10 pages de leur côté, j'ai pas participé. Mais bon, donc, la bagarre commençait déjà là, OK. Je contrôlais les médias, je voyais le truc, je sentais un truc, je me suis dit. Et un jour, le film commence et je vois arriver Didier. Où je savais que j'avais des problèmes avec Didier qui venait de l'époque de Assassin. Et je le vois arriver, et je lui dis, tu vas où? Et il me dit, je vais voir le film. Je fais, ah ouais, mais le film, il a commencé depuis un quart d'heure. Il me dit, je m'en fous, je vais le voir quand même. Parce que j'entends des trucs à droite et à gauche, ça m'énerve. Tu sais, sous ces trucs avec sa grosse bouche, là. Et donc, je lui fais, écoute, tu iras le voir plus tard, parce que là, le film a commencé. Et il me fait, ouais, là, on se parle pendant 10 minutes de trucs, tu vois, qui viennent de l'époque, machin, bidule. Et je dis, OK, bon, bah, voir le film, tu vas-y, tu dis ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Et lui, c'était un peu Cher. C'était un petit peu la mec, tu vois, du hip-hop. Quand il parlait, ils parlaient beaucoup. Ils avaient leur magazine, ils étaient là, ils étaient Kaira, ils parlaient, ils n'étaient pas contents, ils se mettaient des tartes dans la gueule. Il y avait un peu côté, tu vois, un peu bagarre, qui parle le plus fort, tu vois, et qui est le plus représentatif du hip-hop. Et donc, quand il est sorti du film, je sais qu'il a chié sur le film, tu vois, et je me suis retrouvé, moi, dans des histoires super chaudes, après. Ah ouais, mais laisse tomber. Ah ouais. Que tu peux raconter ou pas? Oui, bah bien sûr, parce qu'il y a prescription, puis il y a pas de blase. Mais je me suis retrouvé avec... je traînais à l'époque, quand on était dans les années 90, il y avait, dans le groupe dans lequel on traînait, il y avait des gens bien, et il y avait des gens qui ont mal tourné aussi, tu vois. Bien sûr. Et ces gens-là, ils sont revenus après le succès de la haine, ils sont revenus pour mettre un coup de pression. Ah ouais. Tu vois. Donc j'ai eu des histoires un peu chaudes. On te réclamait quelque chose. Non, on voulait me soulever. Parce qu'il y avait, parce qu'il y a eu du succès, parce qu'il y avait parce qu'ils trouvaient pas bon trucs. Le film. J'étais pas un mec de banlieue, donc ils avaient un côté du style, il vient du 16e, on va le soulever. Ok. Et le film fait un succès, donc il doit avoir du pognon, donc on va le soulever. C'était super simple, tu vois. Je vois. Et donc, mais rien de vraiment, comment je peux te dire,
j'ai tellement traîné dans cette époque-là. Je vais te dire réellement ce qui s'est passé. Un jour, je reçois un coup de fil d'un mec qui était recherché pour meurtre. Ok. Parce qu'il avait fait une connerie sur un truc. Donc, il était en cavale. Okay. Et il me rappelle, il me dit, j'ai besoin d'argent pour des FAF, tu vois, pour les papiers. Et je lui dis, de quoi tu parles, ça? Et le mec commence à me menacer. Et je me retrouve, je dis, ok, bon, le mec, je savais que c'était un mec violent, et je me dis, merde, tu vois, j'appelle mon pote, Jean-Claude, je fais, voilà ce qui s'est passé. Et l'autre, il rigole, il fait, bon, déjà, si le mec t'appelle, c'est qu'il va rien se passer. Première chose, okay, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le côté buzz, machin. Donc, si tu te retournes dans un coffre de voiture, tu ne le sauras pas à l'avance. Okay. Ouais. Et deuxièmement, le mec, la façon dont il me menaçait, il m'a dit, t'inquiète, il ne va rien se passer. Ça parle trop. C'est passionné, mais il n'y aura jamais rien de vraiment violent. Et je me suis retrouvé dans les histoires. Je me rappelle un soir, je sors d'un film. J'étais tout seul, je sors d'un film aux Champs-Élysées et je tombe sur une bande de 30 KRA. Et les mecs, c'est le mec qui a fait la haine, nanana. Et je me retrouve tout seul à minuit, 30 queumés autour de moi, et ça commence à partir en sucette. Ouais, nanana. Ouais, mais toi. Et à force de parler, à force d'exprimer, à force de... En fait, comme pour moi, j'ai jamais eu dans ma tête, tu vois, il y a personne qui se revendique du hip-hop. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde se revendique du hip-hop. Si c'est ton truc, c'est ton truc. Ouais. Personne ne va te dire que t'as pas le droit. Tu vois? Et à l'époque, même si on avait un peu plus un uniforme et qu'il y avait des choses qu'on pouvait pas faire parce que c'était un peu dans les codes, il y avait quand même cette volonté d'avoir ton indépendance de penser et de ne pas penser comme sur un uniforme. Enfin, tu vois, comme de pas penser comme dans une secte par secte, tu vois. Donc, tu avais ta propre idéologie et tu devais l'exprimer de cette façon-là à travers les outils que le hip-hop te donnait, tu vois. Que ce soit la danse, l'expression orale, tout ça. Et en fait, comme je suis honnête avec moi-même, j'ai toujours été honnête avec les autres, j'ai jamais eu une galère. Ok. Les 20 ans que j'ai passé dans la rue, à traîner dans la rue, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais réellement eu une galère, une ou deux bagarres peut-être, mais tu vois, de la vie, tu vois, mais tous les trucs vraiment graves ou un peu intenses, comme ce que je vois que les mecs vivent aujourd'hui, tu vois. Ouais. Les Jules et les mecs comme ça qui vivent des trucs où ils sont obligés de s'expatrier pendant 6 mois, tout ça. J'ai flippé d'un moment de ça mais en fait, le vrai truc, c'est que si tu gardes ta constance et tu gardes ton discours, au bout d'un moment, les gens voient que tu es honnête. Et ça enlève beaucoup d'incitation à la violence. Enfin, si tout d'un coup... tu vois, moi, les gens, ils savent que je suis honnête. J'ai plus de problème avec les flics, j'ai plus de problème avec les mecs des quartiers, j'ai plus de problème avec les fachos, j'ai plus de problème avec les gauchistes. Ils savent que je suis droit dans mon truc et que je m'associe à aucun de ces gens-là. Okay. Et si tu continues à être ça, et c'est ça pour moi le hip-hop, c'est si tu continues à être ce que tu es, qui est le plus hardcore, tu vois, c'est si tu continues à être hardcore avec toi-même et être dans ton éthique et continuer à pousser, même si ça fait que tu vas gagner moins d'argent, parce que tu continues à croire et à vouloir propager cette énergie-là, c'est ça le hip-hop pour moi. Ok, je vois. Si j'avais pas écouté du hip-hop, je serais beaucoup plus riche aujourd'hui et je pense beaucoup plus malheureux. Ouais, c'est beau ça. J'aime bien. Je m'attendais pas à cette fin et cette fin est belle. Et il y a eu beaucoup plus tard ce conflit avec Saïd Taghmaoui. J'ai jamais rien compris à ce que vous vous reprochiez tous les deux en fait. J'ai vu des trucs arriver, mais je me disais, en arriver jusque-là... On se reproche rien, en fait. Saïd, il est parti dans un autre truc. Saïd et Hubert, ils ont très mal pris le succès de la haine, dans le sens où ils se sont retrouvés... il y avait beaucoup d'afrocentrisme aussi à l'époque, tu vois, il y avait un côté un peu de victimisation, un peu, les mecs se victimisaient beaucoup, et Hubert a fait ça un peu avec sa situation, où s'il avait été malin, il aurait eu une carrière tout à fait normale, mais c'était plus difficile pour lui, ou pour un arabe, de trouver un rôle après la haine, tu vois, mais donc c'est pour ça que Saïd est parti à l'étranger. Après, c'est un système qui existe. Il faut accepter, tu vois. C'est pas de la victimisation, on peut dire, quoi. Hubert, il a accepté, il a fait Plus belle la vie.
après la haine. Ouais. Tu vois, alors je comprends parce qu'il a besoin de payer son loyer, mais est-ce que tu es dans tes convictions ? Est-ce que tu continues à représenter quelque chose que tu veux ? Mais en tant qu'acteur, c'est difficile. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en tant qu'acteur, t'es esclave. Pas du tout. Ouais. T'es dépendant de ce que veulent les autres de toi. Ouais, bien sûr. Donc Hubert, moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ce qu'il fasse quoi que ce soit dans sa carrière pour payer son loyer et payer ce qu'il veut. Je dis juste que s'il avait peut-être pris le truc d'une manière plus positive et moins combative, c'est-à-dire que moi, j'étais réalisateur de films. Ouais. Donc, ma position politique, elle est forte. Et elle s'affirme avec le fait que je suis blanc dans un pays de blancs. Ouais. Et que je suis, tu vois, et que ça me donne une certaine autorisation de pousser un peu plus qu'un mec à côté qui ne pourrait pas le faire. Okay, donc c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Et je suis allé loin, j'ai poussé un peu loin la machine et j'ai pris des risques, mais parce que d'autres ne pouvaient pas le faire à côté et que j'avais ça. Moi, Hubert, personnellement, je le vois comme ça. Hubert, je le vois aussi comme ça. Il y a des limites, quoi. Et Hubert, il a joué comme ça. Saïd, il a été beaucoup plus... Saïd, il a dit non, je veux pas faire des rôles d'arabe, je veux faire des rôles d'italien, je veux faire des rôles de méchant, je veux faire des rôles de gentil, je veux faire des rôles du Père Noël, j'ai pas de limite à mon art. Très bien. Il est parti aux États-Unis parce que il voulait faire son truc. Il a réussi son truc aux États-Unis. Et il a commencé à... En fait, dès le début, ils ont commencé à dire ouais, Vincent, il a des rôles tout de suite après, il a une carrière et nous on n'a pas de carrière. Et c'est là que ça a commencé un peu le bordel. Ok, mais c'est pas ta faute à toi. Bah non. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est lui et Hubert et un peu qui disaient ouais, ils nous ont laissé tomber. Je dis mais de quoi te laisser tomber ? Je suis pas ta mère, mon frère. Je t'ai fait un film avec toi, je t'ai fait un succès, t'as intérêt à travailler pour continuer. C'est pas moi qui vais te nourrir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ils ont utilisé la banlieue et maintenant ils font leur truc de leur côté. Non, mon ami, c'est pas comme ça. C'est comment tu fais toi. Tu as des amis, il y a des gens avec qui tu travailles et puis après c'est chacun pour soi. Ouais. Tu vois ? Et puis Saïd, il a un problème qui est invite-le, tu verras. Je sais pas de quoi tu parles. Bah, invite-le, tu verras. Ok. C'est un mec super, c'était un mec vraiment... Enfin, moi, c'est pour ça qu'il m'a séduit. C'est Vincent qui me l'a présenté. C'était un petit quartier qui était super curieux, qui avait une énergie de dingue. Et puis, tu sais, le succès, ça a fait tourner un peu la tête et il y en a qui sont mieux équipés que d'autres pour ça. Okay. Et Saïd, il n'est pas équipé du tout pour ça. Il est complètement parti en sucette. Mais là, ces dernières années, carrément, vous en êtes arrivé à faire des vidéos où vous voulez vous affronter sur un ring. Non, c'est moi, parce qu'il m'envoie des vidéos, il me dit, ouais, viens, on va faire de la boxe ensemble, machin, bidule, il t'envoie 30 messages par jour. Au bout d'un moment, je lui dis, Saïd, écoute, j'ai ma vie, t'as ta vie, super, un truc. Puis là, il a commencé à me renvoyer des messages en me disant, ouais, je vais faire de la boxe avec toi, je vais te casser la gueule, Je fais, ok, d'accord. Et donc, c'est ces messages privés, je ferme ma gueule, je dis, on s'en fout, tu vois, c'est entre nous, c'est nos histoires. Et puis un jour, j'ai vu un truc sur Instagram où il a fait un truc où je trouve nul, vraiment pas correct. Il a fait un truc vraiment qui, moi, me choque. Et là, j'ai dit, vas-y, c'est quoi j'en ai marre que tu m'envoies des messages une fois de temps en temps pour m'insulter. Viens, on va se taper. Je ne veux pas voir ça. Si, sur un ring. Je veux pas. Non. Sur un ring en sportif. Pas vous deux. 3x3. Mais non, pourquoi pas ? Au contraire. Non, c'est ça qui permet de se prendre dans les bras ensuite. On va pas se taper dans la rue. Si vous prenez dans les bras à la fin comme évidemment, les boxeurs. Mais comme n'importe quel sportif. Mais des fois, il y a des mauvais perdants. Mais le mauvais perdant, c'est celui qui perd. En boxe, il n'y a pas de mauvais perdant. Dans la boxe, on les voit, il n'y a pas de trolling, ils se prennent dans les bras. Mais vous êtes capable de faire ça ? Mais bien sûr. Moi, j'ai besoin. Vous êtes capable de vous prendre dans les bras, mais bien sûr. Évitez le combat et prenez-vous dans les bras directement, arrangez-vous. Non, mon ami, ça ne fonctionne pas comme ça, on n'est pas chez les bisounours. Pourquoi si vous vous battez, ça va continuer. Mais non, c'est du sport. Si c'est du sport, 3x3 rounds, avec un arbitre. Avec à la fin, vous prenez dans les bras. Si on a envie.
Voilà, tu vois, ça, c'est plus pareil. Moi, je prendrais dans mes bras n'importe quel adversaire que j'ai parce que je le remercierais d'avoir fait un beau combat. Et moi, je me dis, vous pouvez vous prendre dans les bras directement et effacer tous ces problèmes-là. Tu crois que tu vis dans quel monde, toi? Il est fou, ce mec-là. Ouais, je suis un homme de paix, les gars, je suis un homme de paix. Je veux vous voir ensemble à nouveau. Mais bon. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien ce truc-là. Chacun sa vie. Je trouve que ça colle bien au film. Je sais bien que, tu vois, t'es pas obligé d'être. Et ce qui est bien, tu vois, le mensonge du cinéma, c'est de te faire croire qu'ils sont tous une grande famille et qu'ils sont tous là. Malheureusement, le hip-hop, c'est pareil. Le hip-hop, c'est la même chose. Ouais. En tout cas, j'adore la boxe anglaise. Ceci étant dit, voilà. T'aimerais pas? Ça serait beau. Si vous vous serrez dans les bras à la fin, en vrai, je viens, je suis devant, je paye cher. Voilà. Mais c'est pas bien, là, les gens vont dire, la violence. Non, je veux du sport. Non, on veut du sport, on veut du gentlemanisme, on veut de l'intelligence. Le noble art. Le noble art, exactement. Voilà. J'aimerais qu'on parle rapidement de la bande originale inspirée du film, parce que c'est pas une vraie bande originale, on n'entend aucun morceau de ce CD ou de ce vinyle dans le film, mais elle est devenue presque aussi mythique que le film. Dans le milieu du rap, cette bande originale, c'est un classique aussi. Et moi, j'ai énormément écouté ce projet. Il y a des morceaux qui en ressortent comme Ministère amer avec Sacrifice de poulet et tous les problèmes qui vont avec. Il y a Expression directe, Il est pour survivre. Bref, il y a énormément de morceaux qui sont tirés. Mais moi, ce que j'attendais, et là, c'est mon regard de hip-hopper. Hein. On a Kassovitz, c'est notre Spike Lee, c'est notre John Singleton, c'est les frères Hughes à lui tout seul, mais pour la France. Donc moi, je me dis, je vois le truc comme ça, donc je me dis, ça y est, on rentre dans un truc à l'américaine, il y a des bandes originales de films, tout ça, parce que c'était un marché énorme aux États-Unis dans les années 90, les bandes originales de films, il y a énormément de rappeurs qui explosaient grâce à ça et qui avaient des grandes carrières derrière. Donc je me disais, ça y est, on rentre dans ces trucs-là. Et moi, je me dis, t'es un homme de caméra, tu vas faire 2-3 clips de cette bande originale inspirée du film. Et au final, on est sur un projet qui a cartonné avec 0 clip. Mais il n'y avait pas d'argent pour faire des clips, il n'y avait pas de diffusion de clips. Les morceaux, ils passaient pas à la radio. Ouais. En 95, ça passait pas à la radio. Non, il n'y a aucun morceau de ce projet qui est passé à la radio. Non, ça passait pas. Mais tu vois, moi, de loin... On n'est pas du tout dans cette... on n'avait pas... Écoute, regarde la qualité regarde le Ministère amer, la qualité des raps de 95. On n'était pas du tout au niveau du rap américain qui avait déjà 20 ans d'histoire derrière. Tu vois. Je suis même pas en train de parler de comparer aux États-Unis, mais il n'y avait pas de public. Il n'y avait pas le public, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas le marché. On avait de la chance de faire un double album avec la Clica et tu vois, et des groupes qui étaient connu dans le milieu de hip-hop, mais complètement underground pour tout le reste de la population. Il n'y avait aucun groupe grand public. Personne, à part IAM et NTM. Et encore. Non, NTM, ils ne sont pas dessus. Non, NTM, ils ne sont pas dessus. Non. Bah non. Ouais. Bah non. Ouais, je comprends maintenant. Il y a IAM, mais ouais. Tu vois, on va pas retourner sa veste parce que NTM était un des plus gros groupes à l'époque, mais j'ai dit à tout le monde, non, c'est Solo qui s'est occupé de l'album. J'ai reçu Solo ici, il m'expliquait qu'il devait faire un morceau avec NTM à la base. Ouais, il devait faire un morceau avec NTM, et c'était trop compliqué, il y avait trop de galères. C'était un truc de sauvage à l'époque. C'était vraiment... Parce qu'il y avait l'émergence... Et le côté, les mecs, qui découvraient le business, tu vois, et c'était comme dans les films, quoi. Les mecs, ils arrivaient dans les bureaux, à mettre un coup de pression, ils comptaient l'argent liquide sur la table. Tu vois qu'il y a des trucs de gangsters de... Toute une époque, je sais, je m'en souviens, je l'ai vécu. Et le truc, donc, c'est que finalement, tu vas faire quand même des clips. Pas beaucoup. Ouais, j'ai fait Tonton David. Le premier clip de Peuple du Monde, c'est moi qui l'ai fait. Rap Attitude, c'est toi? Ouais. À la Fontaine, à Châtelet. Non, pas à la Fontaine à Châtelet, à la Défense. Il est à la Défense. Il y a l'Arche de la Défense derrière. Mais ça pourrait, je comprends. J'ai toujours cru que c'était à Châtelet, moi. Avec Chino, il y a tout le monde, il y a tous les anciens d'NTM, il y a les danseurs, il y a Laser, il y a tout le monde, il y a tous les mecs du quartier de l'époque. Ça, c'est 80... On est 90, 91, hein. 91, t'as entendu 91, je pense, ouais.
Mais donc, t'as fait, OK, Tonton David. Moi, ce que j'ai en tête, je me rappelle d'un clip de Diabus System. Tu te rappelles de ça? Je sais qu'ils disaient partout, ouais, ils ont un clip avec Mathieu Kassovitz, tout ça. Je crois que je l'ai pas fait, mais je crois que je me rappelle d'avoir traîné avec Diabus. Moi, je me souviens, à un moment, il disait, ouais, on a un clip réalisé par Mathieu Kassovitz. Je les entendais, il passait dans les différentes émissions de radio un peu hip-hop, tout ça, et il disait ça. Et il me semble que... J'ai dû faire 2-3 trucs, mais j'étais pas très bon à un clip. C'est pas mon truc. Ouais, c'était pas j'aime bien raconter des histoires. T'as fait un Kerry James aussi? Ah bah Kerry James, ouais, mais pour moi, c'est un des meilleurs clips que... Il est mortel, ce clip. Le Kerry James, il est incroyable. Mais le morceau est incroyable. Ouais. Mais c'est une histoire. C'est une histoire à raconter, c'est un petit film. Voilà. Mais j'aime pas faire les trucs je sais pas faire. C'est pas ton truc. Délire, non. Ok. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup. Mais je me rappelle, en fait, parce que quand j'ai fait mon premier court-métrage, Firol Pou, je l'avais amené à des producteurs. Ouais. En leur disant regardez ce que je fais, et j'avais ramené des mecs parce que j'étais assistant sur des clips, j'étais assistant dans des boîtes de clips, j'avais été assistant sur des clips de Mondino, pas mal. Ok. Et j'étais allé voir les producteurs en leur montrant mon truc, et ils m'ont dit ouais, on va le remonter, on va mettre de la musique dessus, on va en faire un clip. Et je leur ai dit non, c'est un court-métrage, c'est pas un clip. Mais et j'avais c'était une des premières approches. Donc j'avais rencontré tous ces gens-là pour essayer de leur montrer le truc, et ils étaient à fond dans essayer et en fait, ils voulaient que je devienne réalisateur de clips, tu vois. Okay. Et je leur ai dit, c'est pas du tout mon délire, j'aime pas ça du tout, et j'ai un film à faire. Toujours ta ligne de conduite, tu sais où tu veux aller. Ouais, pas de donc j'ai fait quelques clips, mais que j'aime pas. J'ai fait un clip pour Thierry Hazard, qui s'appelle Les Brouillards de Londres. Ok. Qu'on avait tourné à l'hôpital éphémère. Ouais. Tu te rappelles l'hôpital éphémère? Sûr. On avait des soirées de Jaurès là-bas. Ouais. Avec Dynasty, avec c'était mortel. C'est l'hôpital ou l'usine? Non, moi je dis des bêtises. C'était pas à Jaurès, ça. L'hôpital, il était à Montmartre, en bas de Montmartre, à la place de Clichy. Ouais. Mais l'hôpital éphémère, je me rappelle très bien, la Clica enregistrait là-bas. Ils avaient des studios, il y avait FFF qui avait des studios, il y avait plein de trucs. Si. Moi, il y a, comme je t'ai dit, pour moi, t'étais un mélange de Spike Lee, Singleton et des frères Hughes. Me disait, c'est bon, là, on est à l'américaine, mais version française. Et je me disais, il va faire jouer des rappeurs dans ses films. Comme Singleton a mis Ice Cube dans Boys in the Hood, par exemple. Ouais. Et finalement, ça n'a pas trop été le cas. Non. T'as jamais vu un rappeur en te disant, lui, il a quelque chose, je pense que... Non. Non, mais c'est ta réponse. À chaque fois, je me suis dit, non, j'ai jamais vu un mec en me disant, tiens, ça ferait un super acteur. Didier, si, il aurait pu, il a cette personnalité. Il y en a 3-4, il y en a quelques-uns, mais j'ai jamais fait des films sur le rap. J'ai jamais fait des films du hip-hop, réellement. Ouais. Donc, j'irais pas voir un rappeur pour qu'il fasse un rappeur. J'irais voir pour qu'il fasse un docteur ou qu'il fasse autre chose. Donc, c'est plus quelqu'un que j'apprendrais ou qui voudrait développer autre chose que tu vois. Mais il y en a pas eu, il y a pas beaucoup d'acteurs de rappeurs qui ont fait la transition. On n'est pas dans la même configuration qu'aux États-Unis, où aux États-Unis ils ont cette facilité, les Anglo-Saxons, à mélanger plusieurs trucs. Ils sont capables de chanter, danser, tu vois. Des Justin Timberlake là-bas, t'en as pas mal, mais en France c'est difficile à trouver des gens qui sont capables de multiplier les talents. Donc quand t'es un bon rappeur, t'es un bon rappeur. Après il fallait qu'il y ait un film qui corresponde à ce que tu pouvais donner. Donc, j'ai jamais eu vraiment ce rapport-là. Mais j'y ai pensé, j'aurais bien aimé. Mais non, les films que j'ai faits ensuite ne permettaient pas ça, vraiment. Ok. En tout cas, voilà, moi, je te dis, j'avais cette vision-là. Toi, t'aurais pu être... bon. T'as fait des trucs, non? J'ai fait des petits trucs. Jamais de premier rôle, si vous m'entendez. Je suis chaud, je suis prêt. Toujours. Je suis facile à joindre, les réseaux sociaux sont là. Voilà. Mais mais voilà, moi du coup je me disais, j'ai toujours vu le truc à l'américaine, tu sais,
toi encore plus. Ouais, mais toi encore plus que moi. Maintenant, oui. On vient d'une génération où... Si tu refais La Haine aujourd'hui, je le ferai certainement avec trois comédiens qui soient des rappeurs, des jeunes rappeurs, tu vois, forcément. Parce que t'es dans cette énergie aujourd'hui. Mais à l'époque, en 95, moi, avec mon pote Jean-Claude Barny, qui depuis tout à l'heure, quand tu dis Jean-Claude, c'est Jean-Claude Barny. Bah oui, tu connais. Ok, bien sûr. Jean-Claude qui avait une association à l'époque qui s'appelait Connu mais Connu, qui était à Bassy, qui était pour la promotion des acteurs d'origine différente. Et c'est lui qui a fait tous les castings de La Haine et qui a fait. C'était super difficile de trouver des acteurs arabes ou noirs de bonne qualité. Des mecs qui savent, parce que il y a des mecs qui ont l'instinct pur, qui seraient acteurs ou danseurs ou trucs parce qu'ils ont cette... Mais le reste d'entre nous viennent parce qu'il y a une génération qui était avant qui leur ont mis la puce à l'oreille, qui fait qu'ils sont un petit peu dans cette énergie où tu dis, tiens, ça peut devenir un acteur. Mais les premières générations, comme nous, on était à cette époque-là, 90, 95, c'est les premières générations. Il n'y avait pas de Noirs, il n'y avait pas d'Arabes dans les pubs. Il n'y en avait pas. Donc, il n'y avait même pas de place pour un Noir à s'exercer devant une caméra. Tu vois, donc c'est super basique. Donc quand ils venaient au casting, ils avaient quasiment jamais joué. Ils n'avaient jamais fait de casting. Donc les mecs, ils étaient comme ça. Ils étaient, tu vois, même Hubert, je le trouvais limité en tant que comédien, mais je trouvais que sa personnalité était vraiment plus intéressante. Et pour moi, un comédien, c'est d'abord une personnalité plutôt qu'un technicien, tu vois. Donc j'ai préféré prendre cette personne-là où je me suis dit, waouh, c'est un mec, j'ai envie de le voir à l'écran, il a vraiment un putain de charisme, quoi, tu vois. Mais il n'y avait pas de place pour ces gens-là. Ils n'avaient pas l'exercice qui leur permettait de prendre cette place-là. Donc c'était un espèce de truc. Et ce qu'a fait Jean-Claude, c'était de permettre à ces mecs-là de faire des castings, de s'exercer, tu vois. Et maintenant, t'as plus une pub sans un Noir. C'est vrai métis. Ouais, c'est pas pareil. Des fois, c'est pas pareil. On en est là, ça commence, ça va. Des fois, c'est petit à petit. Très bien. Toujours dans mon prisme, ma vision de hip-hopper qui regarde vers les États-Unis et tout ça et qui se dit, on peut adapter le truc à la française. Moi, je me dis, ok, Mathieu, il va nous resservir un autre film qui va nous toucher directement comme La Haine. Toi, t'étais très West Coast américain. Ouais, c'est moi. T'étais à fond dans le truc. J'ai mon truc easy. T'étais à fond dans le délire. Complètement. Moi, Menace to Society, Boys in the Hood, c'est voilà. Mais sauf que ce marché-là qui existe aux États-Unis, quand tu fais Boys in the Hood, t'as déjà toute la culture. Ice Cube et Ice-T vendent des trucs, ils font des médias, ils sont connus, ils ont des trucs, et puis t'as 50 millions de Noirs américains qui sont prêts à, tu vois, qui font partie de ces trucs-là. Donc, il y a une véritable raison pour que ça existe sur le marché. C'est clairement pas pareil. En France, on est dans un pays de blancs. Et tu sortais un film avec des Noirs et personne n'y allait, tout simplement. Tu vois. Non, je comprends. C'est simple. Je comprends. Et il n'y avait pas encore le côté... La Haine était un des premiers films où tout d'un coup, on a mélangé dans la salle les mecs du 16e et les mecs du quartier. Parce qu'à l'époque, les mecs, ils n'allaient pas au cinéma. Tu vois, certainement pas. Ils allaient voir Boys in the Hood, mais si tu allais voir Boys in the Hood, il n'y avait personne de 16e qui allait voir Boys in the Hood. Ouais, non, mais après... Tu te rappelles, quand tu avais les projections de Boys in the Hood, tu n'avais que les mecs du quartier qui allaient. Ouais, non, c'est clair. Personne d'autre. Mais les mecs du quartier sortaient quand même pour aller au cinéma après. Oui, les films, les Schwarzenegger, les machins. On allait voir Rocky. Mais quand tu allais voir des films spécialisés dans notre univers à nous, il n'y avait que nous à l'intérieur de la salle. C'est vrai. Mais moi, je me suis dit, vu le succès de La Haine, à un moment, il va nous ressortir un film en rapport avec la banlieue, tout ça, machin. C'est ce que je me suis dit bêtement. Ouais, mais moi... je vais pas commencer à exploiter la banlieue. Non, moi, c'est pas... Je te dis comment moi je vois le truc, je te connais pas. Moi, je me dis juste... Il y a eu La Haine, il y a eu tout un truc autour de La Haine avec la musique et tout ça, machin. Je me dis, comme font les Américains. Donc, il y a un moment, John Singleton, il nous a ressorti un autre film. Mais en vrai... Qui est une merde. Mais en vrai, c'est même pas ça. Ça dépend de quel film on parle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais le 2 du premier... Non, c'est pas ça. D'un coup, tu mets en péril ce que tu as créé originellement, tu vois. Ouais, mais justement, il a pas fait ça. Et John Singleton, voilà, il est parti ailleurs. Et finalement, toi aussi, t'es parti ailleurs. Et moi, je l'ai pas compris, ça. Je me suis dit, pas La Haine 2, tu vois, mais je me suis dit, il va nous refaire un film à un moment donné sur la banlieue et tout ça, et tu l'as pas fait. Non, parce que... Pourquoi ?
Parce que je pense que c'est des mecs... Je suis comme toi, moi, je pense que c'est des mecs de banlieue sur les films sur la banlieue. Enfin, c'est pas que ça, mais au début, en tout cas, de cette culture-là, il fallait qu'elle soit représentée par des mecs de quartier. Moi, je pouvais le faire parce que moi, je suis un mec du 11e arrondissement. Je suis pas un mec du 16e. Donc, j'ai un accès plus populaire, ça, où il y a pas, on se pose même pas la question de quoi que ce soit. Mais merde, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Non, en fait, moi, je te dis, pourquoi tu fais pas... Oui, pourquoi t'as pas voulu refaire un film sur la banlieue? Parce que je me suis rendu compte assez vite que la haine avait un impact assez fort et que au-delà du commerce et de la capacité à faire le truc, déjà, c'est très difficile de refaire la même chose. Parce que je me suis rendu compte qu'on avait vraiment fait un petit bijou qui est dans un contexte spécial, un timing spécial, et qu'essayer d'imiter ça va aller à notre perte, que j'ai pas envie de devenir le réalisateur de la jeunesse et de la banlieue. Et que je pense que l'intérêt de la haine, c'était justement de créer une génération de gens qui reprennent. Et, écoute, ma plus grande fierté de la haine, artistiquement parlant, c'est qu'un mec comme JR, tu vois qui c'est JR, le photographe, qui a fait Courtrage-May, qui a commencé tout ça, toute cette jeunesse-là, toute cette bande-là, elle vient... elle a émergé en partie parce que la haine leur a dit « Waouh, on peut faire ça !» Tu vois, et ça leur a donné une dimension, une vue artistique de l'environnement qui n'avait pas de recul. Moi, pourquoi la haine est bien? Parce que je suis un mec... Je connais la rue sans être un mec de la rue. Et donc, j'ai du recul. Je peux regarder les choses avec un peu de recul que tu n'as pas quand tu viens du quartier. Bien sûr, ça, je suis 100% d'accord avec ça. Et quand moi, j'avais des discussions avec les mecs des quartiers et je voyais de la poésie dedans. Mais eux, ils voient pas de poésie. Non, c'est leur vie. Bordel. C'est leur vie. Et moi, quand je rentrais à la maison, je dis, mais putain, c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce que les mecs racontent, la façon dont ils en parlent, ce qu'ils vivent. C'est incroyable. Il faut que les gens soient au courant. Et il faut que mon père soit au courant. Parce que le seul moyen que mon père arrête de dire... Quand il y a une bavure policière, c'est pas grave, c'est certainement de leur faute, c'est qu'ils se disent, ça peut être mon fils. Et pour qu'ils se disent, ça peut être mon fils, il faut qu'ils tombent amoureux de ces mecs-là. Exactement. Et comme moi, je tombais amoureux. Quand je vois l'humour juif, justement, dont je parle, le Woody Allen, les trucs qui est super précieux dans ma famille et qui est super précieux dans la culture générale, je le retrouve dans les quartiers. J'ai jamais vu autant d'humour, autant de mecs rapides, autant de mecs avec du bagou. Mon grand-père était parisien, mon grand-père de Reims, c'était un ancien, il parlait de l'argot. Et c'était des espèces d'anarchistes apolitiques parce que c'était juste des anciens ouvriers qui étaient des cégétistes, tu vois, qui aimaient pas le patronat, c'est tout. Tu vois, mais ces mecs-là, ils ont... Enfin, c'est comme ça que moi j'ai... Comment dire, c'est avec ces mecs-là que c'est à ces mecs-là que je veux imiter, en fait, que je veux pouvoir être complètement autonome dans ta façon de penser. Non, je comprends. Tu vois? Mais voilà, moi, en tout cas, ça, c'est toute une période où je suis ton travail et je m'attends à un truc de hip-hop, de trucs à l'américaine et tout ça, machin. Et vraiment, le moment où je sors de ce prisme-là et je me dis, non, Mathieu Kassovitz, c'est un réalisateur et c'est un très bon réalisateur, c'est quand tu fais Rivière pourpre. Ah, ouais. Là, j'avoue, je vais au cinéma comme je vais voir n'importe quel film et je suis bluffé. C'est-à-dire, je ressors, je suis dans une atmosphère, tu m'as plongé dans un truc, c'est-à-dire même la nuit, parce que la nuit dedans, c'est pas la même nuit. Non, parce que parce que ça, c'est ma culture de cinéma qui ressort et je remplis le contrat du film que je vais vendre. Je vends un film d'horreur et là, on est dans les codes de cinéma qui me correspondent complètement. J'ai plus mon combat politique derrière sur lequel m'asseoir, mais j'ai une structure et un rythme pour tenir le spectateur en haleine et pour que ça ait l'air le plus beau possible et le plus américain possible. C'est-à-dire que quand tu dis américain, c'est pas ressembler aux Américains, c'est juste d'être compétitif et de dire waouh, j'en mets plein la gueule. Tu vois, waouh, j'ai 10 fois moins d'argent que le film d'à côté, mais les images sont aussi impressionnantes. C'est ça le sport quand t'as pas trop de thunes. C'était clairement réussi. Moi, je suis vraiment sorti. Et je l'ai fait pour ça, de ce film. parce qu'après Assassin,
Je me dis, soit je continue dans un espèce de truc un peu comme Gaspard Noé l'a fait, ou des trucs où c'est dans des films vraiment très très durs, très très artistiques, très machin. Mais moi j'aime le popcorn. Donc quand on me propose Les Rivières pourpres, je fonce dedans et je me fais plaisir, tu vois. Et les Rivières pourpres, c'est ce qui m'a fait ensuite faire Gothica, qui est un autre film d'horreur. Avec Ali Berry, qu'on embrasse très fort sur les deux joues. Et peut-être sur la bouche, je sais pas. Ça dépend lesquelles joues aussi. Non. Pas mal. Et non, voilà, donc c'est tout un. Tu respectes. T'as un film à faire. Moi, ce que j'aime, c'est faire des trucs différents. J'ai pas envie de faire la même chose. C'est pour ça que tu me posais la question pourquoi il n'y a pas eu la N2, machin. Parce que tu vois, moi, je l'ai compris à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Parce que, mais même, j'aurais fait la N2, le film, la N, il serait pas ce qu'il est aujourd'hui si j'avais vendu des t-shirts et que on avait fait la série et qu'on avait fait, tu vois, la N2, 3 et tout ça. Le premier, l'original, il aurait plus le même pouvoir qu'il a aujourd'hui. Non, c'est clair. Donc, il faut vachement respecter, je pense, quand tu as la chance de faire quelque chose de précieux comme ça, de fragile, tu vois, le seul moyen de le consolider, c'est de le laisser se calcifier avec le temps et tu vois, et c'est ce qui s'est passé avec la N. Et la N, maintenant, est vraiment indestructible, c'est clair. Autonome. Mais tu vois, là, tu parlais de Gothica, par exemple. J'aimerais que tu me parles de ton rapport avec... Ali Berry. Non, ça, c'est... Ouais. Elle est belle. En vrai, elle est mieux ou... Non, je rigole. Elle est très jolie. Elle est très belle, je sais. Non, moi, j'aimerais que tu me parles justement de... T'es parti bosser aux États-Unis. Est-ce que t'as dû adapter ton cinéma au pays ou alors t'as gardé ton truc? Est-ce que je me rappelle d'une interview que t'as donnée et t'as dit un truc qui m'a marqué. Tu parlais de la haine, de cette scène de fin où Vince est censé mourir. En vrai, on imagine qu'il meurt. Et tu comparais à Ricky dans Boys in the Hood, où tu disais, les Américains, ils ont un côté plus glamour de la mort. Moi, je voulais que ce soit froid. Boys in the Hood, la mort de Ricky. Là, c'est de Cube. Non, c'est pas Cube. C'est le frère de Cube qui meurt. Je la trouve ridicule. Tandis que tout le film est mortel. La mort de ce mec-là, elle devrait se passer sans ralenti. Ricky! Tous ces trucs-là, j'ai l'impression de rentrer dans un western des années 70, tu vois, italien. Tandis que dans la réalité, il y a un mec qui passe, tu sais même pas, t'entends, et t'es par terre, tu tombes comme une merde, et il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas de et ça m'aurait choqué. S'ils avaient fait ça, c'est pour ça que j'ai fait la haine, et la fin de la haine comme ça. Il se prend une balle, il meurt, 10 secondes après, le film est fini. Voilà. Tu te réveilles, tu fais what the fuck. Et tu vois ce que tu as dit là. Moi, je pense qu'il avait perdu avec Boys in the Hood. Ils ont perdu la force du film en américanisant la fin, en rendant la fin trop accessible, tandis que ce que tu voulais vraiment, ce qu'il aurait vraiment, moi, ce que je pense qu'il aurait dû faire, et j'aurais pas pu faire la haine comme je l'ai fait, s'ils avaient terminé Boys in the Hood comme je pense qu'il aurait dû le terminer, c'est-à-dire super hardcore. Il se prend un coup de fusil, what the fuck. Et tu vois, mais tu vois ce que tu dis là, moi. Choque le spectateur. En fait, quand je lis ça. Je me dis, il a peut-être pas tort et tout, mais après, là, c'est un Américain qui fait un film américain d'abord pour des Américains. Tu peux pas faire ça. Donc voilà, machin. Mais moi, justement, ma question, elle est là. C'est toi, tu te retrouves à travailler aux États-Unis. Est-ce que tu dois adapter ta façon de faire pour les Américains? Tu vois, ce genre de fin, si tu avais eu à faire ça, est-ce que tu l'aurais fait finalement comme un singleton? Bien sûr, au point que je n'ai pas travaillé aux États-Unis. Je suis allé vivre là-bas, j'ai essayé, mais quand j'ai vu les concessions qu'il fallait faire, j'ai dit ça m'intéresse pas. Tu vois, donc j'ai fait un film j'ai fait Gothica, qui était commandé par un très gros producteur de là-bas qui m'a appelé un jour en me disant je viens de voir ton film dans l'avion, t'es engagé, on tourne avec Ali Berry dans 2 mois. C'est quel film qu'il a vu pour t'appeler pour Gothica? Les Rivières pourpres. Wow. Il est venu faire la fête à Paris. C'était le mec qui a produit Matrix et qui était Joel Silver, qui était un des plus grands producteurs de l'époque que j'adore. Et il est arrivé à Paris, il m'a appelé. Un matin, j'ai un coup de fil à 10h du matin. Et dimanche, il me dit « Oui, passe-moi voir, je suis à l'Athénée. J'ai tout le haut du Plaza Athénée. J'ai un scénario à te donner. » J'arrive 1 heure plus tard, il était en robe de chambre. Heureusement, il n'a pas fait du Weinstein. il m'a filé un scénario, il m'a dit on part dans 2 mois, on tourne, il y a Libéry, j'ai tant de millions, allez, c'est parti. Et là, tu dis allez, vas-y, tu vas faire tu vas participer, tu vois, tu te lances dans un truc, t'as pas écrit le scénario, tu t'en fous, mais tu vas faire ton travail de metteur en scène qui est de faire peur aux gens.
Et donc, je suis parti. Je me suis beaucoup amusé, même si ça a été un tournage encore complètement dingue. Ok. Nous, ici, on aime bien les anecdotes. Et je sais que tu as été... donc, tu t'es retrouvé pendant cette période-là aux États-Unis. Et je ne peux pas croire que tu n'aies pas des histoires avec des rappeurs américains. Ah, j'ai une belle histoire. Merci, c'est le moment. J'ai eu des belles histoires avec les rappeurs américains à l'époque, avant, plus à New York. Mais quand j'étais à LA, à un moment, mon agent me dit tu vas rencontrer qui? Tu vas rencontrer quel acteur, quel metteur en scène, ça? Je dis je vais rencontrer Dr. Dre. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça que tu veux. C'est ça qu'on veut. Donc le mec, il fait Dr. Dre. Je fais ouais, Dr. Dre. Ok, d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Et 3 jours plus tard, il me rappelle, il me dit ok, va ce soir à telle adresse. Et je prends la voiture et je vais dans un studio de musique vers c'était sur Ventura ou non, c'était sur côté Hollywood, je sais plus. Et j'arrive, porte carrée, 5 Renois de 3 mètres à l'entrée, des mecs. Toi, tu serais un bébé à côté, tu passerais inaperçu. Les mecs super polis et tout, je rentre à l'intérieur et je me retrouve avec Dre, le Dog Pound, Daz Corrupt, et tout le truc dans l'ancien studio qui était le studio historique de Dre, qu'il avait transformé avec Shug en truc où il m'a raconté, il m'a fait visiter tout le truc. Il était en train de refaire le studio parce qu'il était entièrement peint en rouge, donc il était en train de repeindre. Et il y avait des trous dans les murs, des trous de balles dans les murs. Il me racontait qu'il faisait des combats de chiens dans les studios avec les haut-parleurs partout. Des histoires, il m'a pas tout raconté, évidemment. Mais on a passé 3 jours. Je restais jusqu'à 2h du matin, 2-3 heures du matin. Quand je voyais les meufs arriver, il fallait que je parte. Tu vois. Et je revenais le lendemain et j'ai passé comme ça, j'ai fait toute la... alors je crois, hein, parce que le morceau est sorti plus, mais je crois que toute la construction du morceau About Dre. Ouais, Don't Forget About Dre. Don't Forget About Dre. Je crois que ce morceau-là, je l'ai vu se construire. Je sais plus, il y en a un que j'ai vu se construire. Après, c'était un peu confus dans la tête parce que j'ai vu se construire. Le mec, il faisait en fait, il a une technique très spéciale. Il a toutes ses pistes. Et c'est un espèce de fatras, de bordel. Tu vois, tu comprends pas ce qu'il fait. Puis il enlève des pistes petit à petit. Et puis petit à petit, et puis petit à petit, il se retourne vers nous et il voit s'il y a du headbobbing. Tu vois, s'il y a du headbobbing, il continue. Et il enlève un maximum de pistes. Et tout d'un coup, le truc, ça faisait tac 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 tac. Et là, t'es dans le beat, et là, tu dis, ah ouais, d'accord, j'ai compris. Là, je comprends. Et là, et là, après, j'ai vu faire venir des violonistes. Qui fait venir, il met dans un booth, il leur fait, vas-y, fais après, il fait ça, il en fait 20, 30, il merci, il leur file un blé, ils partent, et puis après, ça devient ses banques de samples, et il fait ses trucs, et il a cherché tous ses pianos. Il m'a amené dans un studio, il y avait une pièce comme ça, il y avait un piano un truc qui devait coûter plusieurs millions. Et je crois qu'ils ont construit la salle autour, parce que c'est comme la voiture dans la haine. Pour avoir le bon comme la voiture dans la salle de boxe. Comment ils ont fait pour rentrer le piano dans la truc. Il y avait la petite porte et un énorme piano, un Steinway énorme. Je pense qu'ils ont construit la pièce autour du Steinway. Et il apprenait à jouer de la musique. Je lui dis, mais tu sais pas jouer de la musique? Il dit, non. Il dit, je connais pas le solfège. C'est un Quincy Jones, ça. Quincy, il connaît le solfège. Mais ce que je veux dire, c'est lui, il connaissait pas la musique. Ils prennent les meilleurs musiciens et comme tu as dit, il a juste de l'instinct, il a le truc, il sait où aller chercher ses samples, il a les trucs, il a un vrai truc. Donc on a parlé, on a vraiment... En fait, je voulais... Parce que c'était au moment où il devait enregistrer Detox. Le fameux, et donc, qui est le fameux qui a duré des années, où il a... Et donc... il y avait... moi, je voulais mettre des caméras comme ça, un peu, dans son studio. Et avec un serveur qui enregistrait tout le temps et d'enregistrer vraiment la conception artistique du truc. Mais les mecs, il m'a dit, tu veux mettre des caméras ici et qui tournent tout le temps. Il des trucs bizarres. Laisse tomber. Et le dernier jour, il y a 50 qui est arrivé. C'était au tout début de 50. Il est arrivé, on était en train de parler avec Dre et il est arrivé, il s'assoit.
Et il venait juste de sortir son premier truc. Okay. Et il s'assoit, il me regarde. Je sais plus ce qui se passe. Il me regarde, il me fait « Je te fais peur ?» Et tu sais, il était juste là, tu vois. Et je le regarde, je fais « Non ?» Et il me dit « Ouais. » Et je dis « Parce que je sais qui tu es, tu vois. Je sais qui tu es. T'es pas un imbécile, tu vois. Et le mec, il me regarde, il fait « Ok. » Et on a parlé pendant 10 minutes. Et puis après, j'ai bougé, puis je suis plus jamais revenu. Un soir, je suis parti. Oh, c'était ouf. Je suis parti. Et dans la voiture, je me rends compte que j'avais oublié ma weed. Okay. J'avais tout un gros sachet de weed, j'avais oublié là-bas. Okay. Il était 4h du matin, 3h du matin. Je fais, qu'est-ce que je fais? Je fais, vas-y, nique sa mère. Il n'y a pas de truc. Je fais demi-tour, j'y retourne. Je retourne là-bas, les mecs, ils me revoient arriver, tout ça, truc. Et là, j'arrive, et là, les mecs, il y avait tout le monde, Dog Pound, tout le monde. Il y avait le seul blavrant à 1m30. C'était toi. Et j'arrive et je fais Anybody seen my weed? Et évidemment, il y avait un mec qui avait snatché le paquet, tu vois. Et je regarde, je vois le mec qui regarde en l'air comme ça, et je fais qu'est-ce que je fais? Je fais OK, all right, goodbye. Je suis parti. Mais je suis content, j'y suis allé. J'y suis allé. Ils m'ont vu revenir. Ouais. Ils m'ont vu revenir pour chercher le paquet. Ils savent que je suis pas un lâche. Voilà. Là, j'aime beaucoup cette histoire. On approche tout doucement de la fin avant qu'on parle de la comédie musicale, La Haine, hein, quand même, c'est quand même très important. Juste une question. T'as joué dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en tant qu'acteur. Quand tu joues dans ce film, tu imagines que ça va avoir le succès que ça a eu? Tu sens déjà qu'il y a quelque chose de spécial. Je sais pas si ça va avoir du succès, mais je sais que le film va être incroyable. Ok. Bah déjà, je connaissais Jean-Pierre Jeunet parce que moi, à l'époque, si on revient encore en arrière, des années 77, 80, le punk, à la même époque, il y avait Métal Hurlant, Flux Glacial et toutes les BD qui existaient dans le paysage français. Métal Hurlant était un des plus importants, dont Caro était un des dessinateurs, et Caro et Jeunet faisaient les premiers courts-métrages. Ils ont édité un des premiers courts-métrages que Jeunet a fait, qui s'appelait Le Bunker de la dernière rafale, a été, dont tous les plans ont été édités aux Humanoïdes Associés. C'était un des premiers films que j'ai pu étudier plan à plan. Et donc, quand j'ai vu tous les courts-métrages de Jean-Pierre Jeunet et tout ça, et quand il m'a demandé de jouer dans son film-là, j'ai lu le scénario faisait pleurer, rire. C'était exactement comme le film. Et je lui ai dit à Jean-Pierre, si tu arrives à... Parce que Jean-Pierre il est très sur le visuel et très sur le rythme et sur les petits détails visuels, les trucs. Et je lui dis, si tu arrives à laisser les gens vivre et tu vas laisser l'humanité passer à travers et pas juste du visuel, tu vas faire un énorme chef-d'œuvre. Et ce qu'a fait, comment elle s'appelle, la petite Audrey Tautou, ce qu'elle a fait est absolument incroyable. Elle a donné tellement d'humanité à ce personnage. Là, tu viens de dire. Ce qui est génial, c'est que j'ai fait La Haine. Qui est un film français qui rentre dans les trucs, et en tant que comédien, l'opposé de La Haine. Total. Tu peux pas faire plus. Opposé comme film. Et je trouve ça absolument magnifique parce que, en tant que réalisateur, j'ai mon trophée, j'ai un film qui a marqué. Parce que c'est difficile pour n'importe quel artiste de passer du temps à faire quelque chose et que les gens ne s'en souviennent pas. C'est dur, tu vois. Et moi, je sais que j'ai un film qui rentre dans ce truc-là. Et en tant que comédien aussi, j'en ai un qui est Amélie Poulain. Donc, ça, c'est vraiment. Et là, tu disais que tu parlais au réalisateur en lui disant, si tu arrives à laisser respirer, laisser vivre, tu vas avoir quelque chose. Toi, t'es quel genre de réalisateur, toi? Tu laisses une part importante à l'acteur pour qu'il ramène son truc à lui, ou tu diriges tout? J'ai trop dirigé, et depuis que j'ai travaillé avec Spielberg, et que même Ali Berry m'a dit un jour, Mathieu, ne me montre pas. Dis-moi, mais ne me montre pas ce qu'il faut faire. Parce que comme je suis comédien, parfois je montre aux autres acteurs ce qu'il faut qu'ils fassent. Ils me disent, ne fais pas ça. Et quand j'ai fait le film, on t'aime vraiment. Allez, we love you. Quand tu travailles, et puis j'ai travaillé avec Spielberg sur Munich, et je lui ai dit, mais comment tu travailles avec les acteurs? Je posais mes questions, et il m'a dit, je choisis les acteurs, et après ils se débrouillent. Tu vois, et en fait, le vrai truc, c'est ton travail en tant que réalisateur, il est de trouver la bonne personne. Voilà. Et après, c'est à cette personne d'être assez professionnelle pour rendre le travail, mais tu peux pas lui demander d'être autre chose que ce qu'il est. Tu vois, donc, même dans ses capacités de comédien. Donc, ton travail en tant
réalisateur, il doit s'arrêter au casting. Mais je sais, par rapport à Jean-Pierre, tu vois, Jean-Pierre, il est dans la précision, il me demandait des trucs, il me dit, mets la tête comme ça, fais ça. Ah ouais. Et après, il me dit, vas-y, prends ta liberté. Je dis, Jean-Pierre. Tu suis déjà comme ça. Tu vois. Donc, mais t'es obligé de laisser passer. En fait, j'ai découvert un truc avec les acteurs parce que j'aime pas du tout ce métier. Ouais. Moi, personnellement, je trouve que le métier, c'est un faux métier. J'adore les acteurs. Mm-hmm. Je trouve que les acteurs sont incroyables tout simplement parce que c'est des gens qui ont un charisme qui te donne envie d'aller les voir sur l'écran. Mm-hmm. C'est pour moi leur plus grand talent. Je déteste le métier d'acteur. Okay. Tout le travail qu'il y a à faire, tout ce processus de merde qui empêche de réellement vivre les choses et empêche un acteur d'être un acteur. Donc, en tant que réalisateur, ton but est de donner à cet acteur le plus de liberté possible, en lui faisant le plus confiance possible, sans le diriger trop dans ce que toi tu veux, mais de comprendre que tu as voulu ce mec-là, maintenant, c'est avec lui que tu dois dealer, quoi. Ok. Qu'est-ce que ça t'a fait à un moment d'être vu comme le bad boy de l'industrie du cinéma en France? Ouais, j'aime bien. C'est ton côté hip-hop, ça. Ouais, mais je préfère. Mais encore une fois, j'ai toujours préféré d'être, tu vois. J'ai jamais voulu avoir de followers ou de fans ou de trucs. Ouais. Dès que j'ai des fans, je leur dis vous êtes plus. Non, je veux des gens qui sont critiques. Mm-hmm. Si je sais que tu vas aimer mes 5 prochains films parce que tu me regardes comme ça, tu vois, déjà j'ai pas beaucoup de respect pour ton intelligence. Mm-hmm. Et puis ça va pas me faire avancer. Ouais. Tu vois. Donc j'ai besoin de l'esprit critique des gens et je suis tout le temps à la recherche. C'est pour ça que dans le hip-hop, tu vois, je savais que j'avais en face de moi des gens qui me parlaient sincèrement et qu'on n'est pas, on parle pas, tu vois, autrement qu'avec le cœur dans ce milieu-là. Enfin, pour la majeure partie, tu vois, pour ce que tu comprends, ce que nous on espère de ce mouvement, de ces trucs-là, c'est cette sincérité qu'on donne aux autres. On espère qu'elle nous revienne aussi, tu vois. Sûr. Donc moi, j'adore les mauvaises critiques constructives. Ok. La comédie musicale La Haine, qui a eu l'idée? Comment c'est arrivé si longtemps après le film? Comment quoi? Explique-moi. La comédie musicale La Haine était une idée du producteur qui est venu me voir avec des chorégraphes que je connaissais un peu de la rue, en tant que danseur. Mm-hmm. En fait, ils voulaient récupérer les droits pour faire une comédie musicale et je leur ai dit ça m'intéresse, mais c'est à moi de la faire. Mmh. Voilà. Donc on a fait ça, j'ai monté le truc et j'avais une idée très précise dès le début de comment transformer le film et lui rendre hommage tout en lui laissant son identité et en trouvant une identité parallèle, mais pourtant une relation très forte entre les deux. Comment arriver à faire du cinéma vivant, mettre le spectateur dans pas seulement l'histoire à raconter, mais aussi le rythme et les plans du film qui ont marqué les gens, et comment essayer de retrouver tout ce rythme-là, le rythme d'un film en live. Et ça, c'est un challenge qui m'intéressait énormément. J'imagine que c'est différent de faire un film classique. C'est-à-dire que et toi, c'est la première fois que tu fais ça? Quand moi, je fais un film tout seul, j'ai une caméra qui représente mon point de vue et je l'impose au spectateur qui regarde un écran avec mon point de vue. Là, j'ai 4000 personnes qui regardent à chaque fois d'un angle un petit peu différent. Donc, je dois leur présenter à tous un point de vue qui est le mien, mais qui est pourtant généraliste par rapport à la façon dont on regarde un spectacle vivant et qui n'est pas du tout la même chose que le cinéma. Tu vois, au cinéma, j'impose un gros plan pour dire regardez-le bien dans les yeux. Là, je peux pas le faire. Donc j'ai des écrans avec moi derrière qui font un décor, et ce décor il bouge en même temps que les acteurs qui sont sur des tapis roulants, et tout ça crée des parallaxes qui te met un peu dans la situation de la caméra en fait. T'as l'impression que c'est toi qui tournes autour de la salle, tu vois. C'est assez intéressant. Très bien. Faut que tu viennes, hein. Je vais venir, c'est sûr maintenant. En plus, si je peux. C'est pas un truc de bouffon. Si je peux, non. Tu vas pas te faire jeter des... Les Lascars, ils kiffent, hein, ils pleurent à la fin. Hein. Ah ouais, carrément. Les Lascars, ils pleurent à la fin. Hein. Moi, je fais venir les mecs de Chanteloup, les mecs, ils étaient comme ça à la fin, ils tremblaient comme ça. Ah ouais? Ouais, t'as les grands-mères avec les Lascars, tout le monde pleure en même temps à la fin. Tu peux pas. Je vais venir verser ma larmichette. Medine, il a défoncé le dernier morceau. Il a fait un truc vraiment magnifique. Et c'est interprété par les petits sur scène qui est d'une manière... Tu vas flipper. Hein. Ok, je suis prêt, je suis chaud. Ouais, quoi, tu veux que je t'invite?
Si tu m'invites, c'est cool. Je dis juste si tu m'invites, c'est cool. Okay, viens avec qui tu veux. Merci. En tout cas, nous, on laisse jamais notre invité partir sans un cadeau, donc j'ai un cadeau pour toi. Aïe. Vas-y. Ceci est un des livres qu'on a édité. Ah, cool. Voilà, qui s'appelle Sex, Money, Murder. C'est l'histoire d'un gang new-yorkais qui a vraiment existé. Mais c'est l'adaptation d'un... C'est en français. C'est la version française du... Voilà, exactement. Et en gros... il y a plusieurs personnes qui ont voulu adapter ça en cinéma. 50 Cent a racheté les droits pour en faire une série. Et il a fait la série, non? Non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Non, mais voilà. C'est en tout cas pour ceux qui ont kiffé les séries comme The Wire, un truc comme ça. On est là-dedans. Mais c'est une histoire vraie et qui croise le monde du hip-hop en plus. Donc voilà. Cool, merci beaucoup. C'est pour toi. C'est gentil. Merci à toi pour cet entretien. Merci grand. Super. Et j'ai appris plein de choses. On est là pour ça. Et voilà, comme tu disais, il faut que je rie, il faut que je pleure et il faut que je ressorte en ayant appris quelque chose. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Cool. Merci monsieur. Beaucoup. Et il est légitime. Voilà.